Re-bienvenue au programme, les copains. Dread sur le tape, on est en fin de saison, de la deuxième saison, plus que quelques épisodes avant la saison estivale des agents libres. Et merci pour le bon feedback par rapport à l'épisode de la semaine dernière avec Anthony Gauvin, qui est un épisode que j'avais peur qu'il soit trop niché, mais je crois finalement il est vraiment intéressant. Et j'avais même une suggestion pour ceux qui ont aimé l'épisode ou pour ceux qui veulent voir un peu la maladie mentale de l'équipement ou des nerfs de l'équipement à son meilleur. Il y a l'ancien joueur de hockey, Marc Savard, anciennement des Bruins de Boston, dont la carrière a été écourtée par les commotions cérébrales, qui s'est parti un channel YouTube qui s'appelle Taping Twigs with Savvy. Bon, c'est sûr que c'est ça, là. Taping Twigs qui veut dire branche, là, mais qui est un terme de slang pour désigner la crosse de hockey. Donc, Taping Twigs with Savvy, comment taper des bâtons avec Marc Savard. C'est parti un channel YouTube et il poste à chaque semaine comment certains joueurs de hockey font leur tape job. Je sais, c'est extrêmement niché. Je viens de perdre 99% du monde, mais pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller le voir. Et pour ceux qui veulent rire de ça et des gens qui checkent ça, vous pouvez aussi aller voir sur YouTube, comme disent les baby boomers. Donc, sur votre tablette, vous pouvez regarder ça. Donc, voilà. Et sinon, quelque chose qui m'a fait sourire, qui m'a mis de bonne humeur hier soir au moment d'enregistrer ces lignes, c'est-à-dire une des parties des Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks qui sont maintenant officiellement éliminés des séries, donc il y a un certain... pour ça là, ce genre de situation-là est arrivé, mais tous leurs gardiens sont blessés, même leur backup était blessé. Donc là, ils étaient rendus avec leur troisième gardien pour partir le match. Et ils ont fait appel à ce qu'on appelle un emergency call-up, c'est-à-dire qu'ils signent quelqu'un pour qu'il soit le deuxième gardien, parce que légalement, t'es obligé d'avoir, mais t'es obligé d'avoir, quand la partie commence, 2 gardiens de but. Et souvent, tu sais, ça donne lieu à des histoires où ils demandent à quelqu'un de pas rapport, où ils demandent au gérant de l'équipement, puis en tout cas, bref, quelqu'un s'habille en gardien de but, mais tu sais, au final, cette personne-là est un peu là. Tu sais, oui, c'est une drôle d'expérience, ça donne une bonne anecdote, mais tu sais, cette personne-là va jamais actually goaler dans la game. Tu sais, c'est juste pas, ça va pas arriver. Et hier, en 3e période, le gardien de but, le vrai, s'est blessé. Pour vrai, il était plus capable de se relever, il s'est disloqué quelque chose dans le dos. Et là, ils ont fait comme, bon, ben, Robert, ça sera à ton tour. Et ils ont demandé au gars, en fait, son nom, c'est pas Robert, là, mais ils ont demandé au gars qui était là comme emergency call-up, ben, faut que tu rentres dans le game pour vrai, tu sais. Et il restait pas comme 15 secondes, genre de haha, mais t'auras pas de tir pour vrai, tu sais. Non, il restait comme 7 minutes à jouer. En tout cas, il restait comme, si c'est pas plus, là, il restait à peu près la moitié de la période à jouer en 3e. Et Joel Kenville, qui était crampé, le coach des Blackhawks, c'est comme go get him. Puis on s'en fout, là, c'est juste une belle anecdote. Puis lui, c'est un gars qui il a joué dans une ligue de garage, mais c'est un gars qui a joué universitaire il y a 13 ans de ça. Tu sais, comme ça reste que ça fait 15 ans. Là, le gars a 36 ans. 36 ans, et lui, il pensait jamais jouer dans la Ligue nationale de sa vie, mais c'est comme arrivé de même. Et il a fait 7 arrêts. Il a reçu 7 tirs quand même. 7 tirs de la Ligue nationale, il fait 7 arrêts, donc un super arrêt dans le slot. En tout cas, bref. Et les gars étaient absolument hystériques après la game. Ils ont sauté dessus, puis c'était... Il a réalisé exactement le rêve. Mais vous irez voir ça sur Google parce que tapez ça. Bon, ça fait ma soirée, quoi. Et ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, ben, en fait, ce qui m'amène pas du tout à l'épisode d'aujourd'hui, ça y a aucun lien. C'est un épisode que j'ai enregistré quand même il y a un certain temps. On parle du 11 octobre 2017, alors qu'au moment de diffuser ceci, on est en début avril 2018. J'avais tellement d'épisodes à passer, puis il y avait comme un ordre pas chronologique, mais on voulait respecter un certain pacing. Et donc, c'est un épisode avec monsieur Guillaume Lefrançois, journaliste à la presse, et également mon ami Thomas Levac, que vous connaissez peut-être, que beaucoup de monde connaissent depuis sous-écoute, depuis qu'il est passé. Un gars qui est très drôle et qui a des anecdotes psychotiques à n'en plus finir. Donc j'ai reçu les gars, c'est Thomas en fait qui m'avait dit hey, je connais Guillaume, on devrait l'inviter, blablabla. Donc on a fait ça le 11 octobre et je le dis parce que c'était quand même avant la saison du Canadien. Donc avant, je pense qui est la débandade auquel on s'attendait pas. Donc je sais pas s'il y a des choses qu'on dit dans le podcast qui semblent aujourd'hui maintenant risibles. Si oui,
Tant mieux. Donc, bon épisode. Voici Guillaume Lefrançois et Thomas Levac. Drette sur le tape. Avec David Bocage. Donc, je suis avec Guillaume Lefrançois, journaliste à la presse sur le beat du Canadien, et Thomas Levac, ami. Et passionné de sport et de choses autres. Ben, de tout, en fait. Mais d'ailleurs, ce qui m'amenait à... Parce que vous connaissez déjà, en fait, là. C'est Thomas Levac, en fait, qui m'a écrit pour me dire « Faut que tu reçoives Guillaume Lefrançois. » Ben, écoute, d'abord, c'est une amitié moderne. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Ben, purement sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas vraiment d'amis communs ou rien, à ma connaissance. Non, c'est moi, je te suivais sur Twitter, puis je te trouvais hilarant. Puis, il m'a amené, je te gossais, puis je t'ai écrit. Parce que je remets vraiment comment tu fais. Puis à un moment donné, la peur s'est emparée de toi, puis t'as cédé. Mais non, mais c'est correct. Après ça, il m'a ajouté sur Facebook. Puis là, sur Facebook, c'est moi qui le trouve hilarant. Fait que oui. J'allais dire, c'est le fun de se faire dire que t'es drôle par un gars qui est drôle. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis dit, comment... Parce que là, quand il m'a dit, genre, vous connaissez, je dis, comment un gars qui écrit des gags de masturbation sur Facebook connaît le journaliste de la presse, genre, tu sais. C'est des bons gags. Ouais, c'est ça. Ils sont très travaillés, pas de faute. Un wording sans faute. Mais non, donc c'est ça. Donc, bref, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est que toi, parce que toi, t'es à la presse depuis combien de temps? Depuis 2014. Depuis juin 2014. En fait, c'est facile, pour s'en souvenir. Il faut penser à quand ont eu lieu les grandes compressions à Radio-Canada. Ah, OK. Parce que j'étais à Radio-Canada de 2006 à 2014. Puis quand il y a eu les énormes compression en 2014, j'aurais pu rester en fait, mais j'aurais pas pu rester au sport. Il aurait fallu que j'aie une nouvelle générale, ce qui était pas une mauvaise chose en soi, mais après 8 ans dans les sports, je commençais quand même à développer quelque chose, à construire quelque chose. Ça faisait 2 ans et demi que je couvrais le Canadien. Donc, ça allait bien quand même dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé pour... rester là-dedans. Fait que c'est la faute à Harper, c'est à la presse. c'est ça. Okay. Tu dois ta job à M. Harper. Non, mais c'est ça, ça s'est produit comme ça. Donc, non, moi, c'est mon premier choix. Mon premier choix, j'étais bien, j'avais pas de raison de partir de Radio-Canada, mais là, quand c'est arrivé comme ça, puis ensuite de ça, avec la presse, les approches, les contacts étaient bons. Comment tu trouves une job à la presse? Comment ça fonctionne? Dans ce cas-là précis, au moment où ils ont fait les annonces de compression, la saison du Canadien était encore en cours. Donc, en fait, je me souviens même qu'il y avait une conférence téléphonique pour les employés. Il y avait des annonces en personne, mais comme je couvrais un entraînement du Canadien, j'étais pas au bureau. Donc, j'écoutais au téléphone, j'étais dans la salle de presse du Centre Bell quand c'est arrivé. Puis là, j'ai dû avoir la face blanche ou quelque chose. De toute façon, tout le monde savait ce qui se passait parce que là, ça tweetait en même temps. Puis bon, ça... Essaie de garder une nouvelle secrète en 2014. Ouais, non, c'est ça, mais c'était pas un secret de toute façon. Tous les employés de Radio-Canada se faisaient annoncer ça en même temps. Donc, puis on sait qu'il n'y a pas plus même que des journalistes. C'est sûr que tout était rendu sur Twitter en une fraction de seconde. Donc, c'est ça. Fait, très rapidement, ça s'est su. Puis il y avait un match ce soir-là, ou peut-être le lendemain, là, je me souviens pas. Mais bref, comme j'étais sur place ces jours-là, je croisais tout le monde, puis tout le monde me disait ça va aller. Puis je me souviens Martin McGuire qui m'avait parlé aussi, il m'a dit regarde, il dit inquiète-toi pas, puis si tu fais bien ton travail, puis ça, il y a toujours quelqu'un qui va le voir. Puis tout, il avait été il y avait des bons mots quand même, Martin, là, puis c'est ça. Puis là, les gars de la presse, éventuellement, Marc-Antoine Godin, Mathias Brunet, Richard Labbé, m'avaient dit tu peux peut-être checker avec notre boss, voir, Fait que j'avais envoyé un petit email comme ça. Puis au début, on a été prendre un café, puis il y avait rien à m'offrir, puis éventuellement... ça s'est ouvert. Éventuellement, ça s'est ouvert, il y avait de quoi offrir. Est-ce que comme journaliste sportif, d'être à la Radio-Canada ou à la presse, pour les autres journalistes sportifs, c'est comme un plan B, dans le sens que, vu que c'est pas des canaux spécialisés ou non, au contraire, c'est dur à dire. C'est sûr que la presse, si on parle spécifiquement de la couverture du Canadien, c'est sûr que c'est mieux à la presse au sens où on voyage avec l'équipe. Pas avec l'équipe, mais on suit le Canadien sur la route. Donc, c'est une couverture qui est quand même plus serrée. À Radio-Canada, il y avait moins de voyages, mais par contre, on était quand même là pour les grands événements. J'ai couvert 2 repêchages de suite, j'ai couvert un match des étoiles. Les matchs d'or, j'imagine?
Non, ben il n'y en avait pas eu dans les années où j'étais, donc... T'es pas allé voir Edmonton avec Joe Standard pis ça non, c'est ça, non, j'étais encore à l'université dans ce temps-là. Mais non, ben c'est ça, fait que ces grands événements-là, on était là, puis quand le Canadien était en série, on suivait systématiquement, quand il y avait les matchs à Ottawa, à Toronto, donc tu sais, il y avait des choses quand même qui se faisaient à gauche, à droite, mais c'est donc, sûr tu vas pas à Columbus au mois de février. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Mais fait c'est sûr que c'est plus un vrai beat vraiment à la presse, tandis qu'à Radio-Canada, c'est un beat, bon, j'étais là tous les entraînements, tous les matchs à domicile, tout ça, mais puis pour le reste, il y en avait moins. Donc, tu sais, il y a une petite différence de ce côté-là, mais du reste, tu sais, je pense que c'est deux formes de visibilité différentes, là. Je veux dire, mes articles de la presse, les gens m'en parlent, mais quand j'étais à Radio-Canada, j'écrivais pour le site web, mais je faisais aussi un peu de radio, un peu de télé, puis ça, ben, les gens, ils me disaient, ah, ben ouais, je t'ai entendu à la radio, je t'ai vu. Donc, tu sais, il y a de la visibilité aux deux endroits, là, tu sais. Vraiment. Toi, t'as quel âge, là? Là, j'ai 35. OK. Donc, c'est relativement récent, en fait, que t'as commencé à Radio-Can en 2000. 2006. OK, ça. non, ça fait quand même un bon... Okay, ouais, c'est ça. 2006 à Radio-Can, mais couvrir le Canadien en 2011. Parce que t'avoue, je savais pas t'étais qui, en fait. Ça m'a surpris parce que je suis hockey, mais visiblement, j'étais pas... c'est pour ça, mais d'ailleurs, tu dois te le faire dire, mais tu ressembles un peu à Radulov. Ah, oui. dans mes photos de profil Facebook... Il y avait tu sais, des fois, il y avait comme des thématiques sur Facebook à une certaine époque. Puis là, une moment donné, c'était comme la thématique du moment était change ta photo de profil pour quelqu'un à qui tu ressembles. Ouais. Puis c'est ça, moi j'avais mis Radulov parce que y a des gens qui me l'avaient dit. Tu travailles à la presse. T'as des plus belles dents. J'ai des dents. T'es à la presse, donc tu pourrais toi-même soumettre ton séparé à la naissance. Oui, c'est ça. Directement à l'interne. Mais, en fait, c'est drôle parce que l'autre séparé à la naissance, qu'on me dit souvent dans le monde du sport, c'est un autre Russe, c'est Mihail Yuzny, joueur de tennis. Okay, donc, je connais pas. J'ai peut-être des racines russes quelque des part. plus belles dents. C'est un joueur russe qui est toujours pogné pour les stéroïdes. Ah oui, c'est vrai? Faut t'en prendre beaucoup de stéroïdes au tennis pour faire c'est un pléonasme ou... Ouais, c'est ça, parce que les Russes sont comme automatiques, le doping. Disons qu'il y a beaucoup de problèmes qui sortent de là. Mon hypothèse à 2-5, je connais pas ça. Là. Ouais. Je suis convaincu que c'est beaucoup plus politique qu'autre chose parce que j'ai bien insulté à croire que le seul pays au monde qui dope ses athlètes, c'est la Russie. Et tout le reste. Je pense que eux, c'est devenu un point tellement banal que c'est là que c'est vraiment de faire. Ben là, vous forcez même plus vous cacher. Mais c'est sorti cette semaine, il y a un joueur de football qui s'appelle Gordon. C'est un joueur de football qui a énormément de talent, mais il est tout le temps suspendu pour Josh Gordon, je pense. C'est ça. Exactement. Puis il y a une chose qu'il a expliqué, c'est moi quand j'étais à l'université, j'avais un coach qui m'aidait à tricher pour les tests antidopage. Oui, je suis sûr. Ouais. Toi, t'es dans le sport en ce moment, mais c'est pas comme ça du tout que ça a commencé, en fait. Toi, vraiment, t'es de quel endroit? Je suis de Montréal, born and raised, Montréal-Nord, puis Annecy. Okay. Ah, on est trop Montréalais! Yeah! T'es content, t'es 3 vrais de vrais? Ouais. Je vois ton petit haïtien, là, dans ta main. Mais non, t'étais de Montréal, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Grandi à Montréal-Nord, puis à Annecy, puis j'ai plus adopté Rosemont depuis que j'ai compris que ça va plus vite, que c'est plus rapide pour les déplacements d'être dans Rosemont que dans Annecy. J'adore encore Annecy pour ça. Puis les petites inondations qui sont arrivées cet automne. Oui, exact. J'étais pas en zone inondable quand j'habitais là-bas, par contre, là, mais non, j'adore la rue Fleury dans Annecy. Oui. C'est un coin chouette qui me rappelle mon adolescence. Mais moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps sur Fleury parce que j'allais à Mont-Saint-Louis à Annecy. J'ai beaucoup de temps sur Fleury à juste glander devant le Subway. Durant les heures de cours. Non, c'était le soir. On savait pas quoi faire quand on allait devant le Subway, parce qu'on avait beaucoup d'imagination. Il allait le soir, le jour, t'allais au centre-ville voir le monde vivre, puis le soir, t'allais sur Fleury, au Subway. Ça fait des belles journées. Très occupé. À moins d'être très occupé. Non, mais ça, est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire depuis que t'étais jeune, journaliste sportif? C'est drôle, quand j'étais tout petit, oui. Tu sais, j'avais 6, 7, 8 ans, puis journal à la maison, puis je passais des heures dans le journal. Qu'est-ce que tu lisais? J'ai plus un souvenir pour vrai que je consultais les stats. J'étais beaucoup un gars, tu le sais là sur Twitter. Les gars, un gars de chiffres. J'étais vraiment un gars de chiffres, puis je connaissais, tu sais, j'étais capable de connaître la fiche de tous les joueurs par cœur ou à peu près, puis leur date de naissance, puis leur numéro, puis c'était donc j'étais vraiment fasciné par ça. Puis en fait, c'était pas quand j'étais petit, moi je m'en souviens pas, mais ce qu'on me dit, c'est que je disais pas que je voulais être journaliste, mais je disais que je voulais être statisticien. C'était vraiment c'était ça. Le monde va être comme t'es bien plate, si tu vois.
Mais donc, tu sais, ça en est resté là. Puis après ça, dans l'enfance, dans l'adolescence, là, tu traverses toutes sortes de passes. Tu sais, j'avais quelqu'un de très influent auprès de moi qui était pompier. À un moment donné, je me disais, je vais être pompier. Après ça, la voie plus sérieuse. Ah oui, j'avais dans mes cours de choix de carrière, on m'a dit que j'allais travailler à la bourse aussi. Là. Je n'aimerais pas le prof. J'adorais le prof. Là, c'est rien contre le prof. C'est correct. On punch des feuilles, puis ça donne un test, puis ça donne un résultat. Là, tout le monde rit de son test d'orientation. Personne fait. Il avait raison. Oui, c'est rare. Il avait raison. Je suis devenu organisateur de danse. Mais ce qui m'a beaucoup marqué au secondaire, ça a été mes cours d'histoire, surtout secondaire 4 puis secondaire 5, cours d'histoire du 20e siècle. Puis des fois, il y a des trucs là que tu penses que c'est banal, puis finalement, ça finit par vraiment orienter ta vie par après. J'avais ce cours d'histoire-là en secondaire 5 à l'école Sophie Barra, histoire du 20e siècle. À la fin de l'année, on avait un voyage scolaire qui était Boston, New York, Washington. Moi, j'avais pas beaucoup voyagé dans la vie avant ça. Donc, Boston, New York, moi, c'était Washington, c'est la première fois que je voyais toutes ces villes-là. Tu sais, c'était tout nouveau pour moi. J'ai adoré ces villes-là, j'ai adoré voyager là, puis ça l'a aussi ça m'a aussi confirmé mon intérêt pour l'histoire là. J'avais vraiment adoré tout ce qu'on avait fait à ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à beaucoup voyager aux États-Unis, à beaucoup m'intéresser à l'histoire, et c'est ce qui m'a mis dans la tête de devenir prof d'histoire. Puis plus ça allait, plus ça se précisait, puis je voulais être prof d'histoire au cégep. Je voulais retourner enseigner au cégep Onsic parce que c'était mon quartier, puis c'était un endroit que j'aimais bien. Donc c'était ça le plan pas mal tout le long, à partir de fin secondaire, cégep, université. Okay. Puis j'ai fait mon bac en histoire, puis j'ai fait ma maîtrise en histoire, puis pendant que j'étais en deuxième année de ma maîtrise, dans le fond, c'est là que Radio-Can a appelé parce que j'avais mon meilleur chum qui travaillait là. Cool. Qui est ça? Jean-François Tremblay, qui est d'ailleurs notre tout nouveau partenaire à la presse aujourd'hui. Okay. Là, donc, lui, il voulait quelqu'un au sport. Ouais, c'est ça. Parce que lui, dans le fond, lui avait étudié en communication, puis travaillait au site internet de Radio-Canada. Puis, en fait, c'était pour les Jeux olympiques de Turin en 2006. Il cherchait quelqu'un pour 3 semaines, simplement pour le temps des Jeux, pour travailler au bureau. Puis, pendant que tout le monde était parti à Turin, il y avait besoin de monde ici pour faire un petit peu de travail en arrière-plan. C'est là où la Suède nous avait planté? 2006, pas mal tout le monde a planté le Canada. Ouais, c'est ça. La Suisse, je pense que c'est cette année-là que la Suisse avait battu le Canada aussi 2-0, je me trompe pas. C'était une équipe, il avait essayé de faire une équipe nord-américaine, mais sur une glace européenne. C'est des gros gars qui avaient jamais rondelle. Fait que c'était genre, notre équipe, il y avait Chris Draper, Kirk Maltby. Tu sais, c'était une équipe qui était pas faite peut-être pour ça. Ils ont essayé de s'adapter au jeu au lieu que les gens s'adaptent. Bref. Erreur de laquelle ils ont apprise pour les gens, exact. Ça a mieux fonctionné après. Mais juste les meilleurs joueurs dans la même équipe. Mais non, ça avait été non concluant. Appelle Mario Lemieux, mettons. On va demander à Mario Lemieux de faire partie de l'équipe. Mario Lemieux, il venait juste de prendre sa retraite. Tu sais, Crosby était pas sur l'équipe de 2006, tu sais. Il était à peine né en 2006? Non, mais c'est sa première saison. C'était sa saison recrue. En fait, c'était sa saison recrue, mais sa saison de recrue à 100 points. Ouais, c'est ça, exact. Il aurait été... Je pense que quand même McDavid, je pense qu'il reste pour l'équipe Canada, là, si on allait aux Olympiques, c'est juste que, il va pas, mais, bref. Mais d'ailleurs, t'as parlé de Sophie Barra. Est-ce que les joueurs, tu sais, si les joueurs sont fâchés de pas les Jeux Olympiques, sont pas fâchés? Ils sont très fâchés. Moi, je pense qu'ils sont fâchés. Quand ils disent qu'ils sont fâchés, je pense pas qu'ils jouent ensemble. Non, exact. Au contraire, je pense qu'ils s'exposent même, tu sais, les Vlasic, là, tout ça, puis les gars en public, puis les Russes, là, de dire, puis même McDavid, ils l'ont tous dit, tu sais, c'est vraiment bombard, c'est juste qu'ils restent dans les normes du... Ovechkin, je pense que dit ouvertement qu'il était fâché. Ovechkin est toujours dans Vlasic aussi. Vlasic sont comme, il dit, moi, je vais y aller, ça, puis ils sont comme, tu vas avoir une amende, comme, je viens de signer un contrat de 55 millions. Je prendrai une amende. Non, les gars sont, c'est sûr qu'il y a une partie que les gars sont très fâchés. Je pense qu'il y a une autre partie, par contre, faut pas non plus être 100% naïf, là. Il y a une autre partie que, tout ça fait partie d'un jeu de négociation entre les joueurs et la Ligue. La NHL et ça, c'est un des points de friction entre les deux. Tu sais. Puis bon, il y a des négos qui s'en viennent en 2020, 21, 22, là, selon les options qui vont être prises. Mais puis la question olympique va faire partie des négos. Elle n'avait pas fait partie des négos la dernière fois. La Ligue est
dans le fond, la Ligue n'est pas d'accord de prêter ses joueurs. Ben, la Ligue veut quelque chose en retour, en fait. Là. Ils veulent de l'argent en retour. En fait. Ah, ok. Ils voient les scandales de la FIFA puis du comité olympique, il y a des millions de c'est pas une question d'assurance, en fait? Ils veulent que les Olympiques payent des assurances? Oui, en fait, de façon générale, c'est simplement que c'est sûr que dans les opérations de la Ligue, c'est compliqué d'avoir des Jeux olympiques. T'arrêtes la saison. Nous, on le sent peut-être moins. C'est pas au basket ou c'est l'été, puis c'est pas grave. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis nous, à Montréal, on le sent peut-être moins ce problème-là parce que à Montréal, le Canadien jouerait en juillet, puis ça serait plein, puis on en parlerait quand même. Mais je pense que dans les marchés où ils doivent quand même bâtir quelque chose, ben d'avoir un arrêt soudain de 2-3 semaines, c'est pas idéal. Donc pour ça, c'est compliqué. Ça cause des maux de tête aux propriétaires. Puis évidemment, maudit Columbus, la faute à Columbus. Puis évidemment, t'as le risque de blessure, mais ça c'est un risque qui c'est pas un propriétaire qui est plus à risque qu'un autre. C'est tout le monde. En 2014, ben c'est ça. Donc tu sais, c'est toutes ces choses-là qui font des frictions. Mais bref, au bout du compte, je pense que ce que la Ligue se dit, ce que les propriétaires se disent, c'est beaucoup de désagréments pour nous. On prête nos joueurs pour quelque chose qui sert à faire de l'argent à quelqu'un au bout du compte. Mais donc, pas nous. Mais pas nous. Donc on aimerait avoir. Donc tu sais, c'est quand même. Mais ça reste que c'est un dossier très compliqué de négociation entre. Ils veulent aller à Beijing, par exemple, en 2020. En 2022, c'est ça. 2022, parce qu'ils veulent. C'est là que la position de la Ligue tient pas, parce que tu sais, là, à partir du moment où tu te mets à y aller à la pièce, à dire tel jeu on veut y aller, tel jeu on veut pas y aller, là ça devient impossible à défendre publiquement, puis c'est là que la Ligue a l'air complètement folle. Puis René Fazel, le président de l'association de hockey mondiale, il est comme l'international de hockey, il dit le wow là, tu sais, vous pouvez pas choisir. Ben non, mais c'est ça, exact. C'est normal là, entre partenaires aussi, tu veux aussi avoir un certain modèle de fonctionnement et pas avoir à renégocier aux 4 ans selon si ça fait leur affaire ou pas. Selon si c'est un marché qu'ils veulent développer ou pas. Tu parlais de Sophie Barra, mais toi, en fait, c'est qui t'a enseigné à Sophie Barra? Excellent, Philippe Leclerc. Son grand chum m'a enseigné à Mont-Saint-Louis. Fait que dans le fond, toi, vous n'êtes pas tant de différence d'âge, une couple d'années. Dans le fond, ton ami à lui, ton ami. C'est comme sa deuxième année de. Ben, c'est ça, Phil devait être jeune parce que Phil a peut-être 2 ans de plus que moi, quelque chose comme ça. Ouais, il est un petit affaire. Dans la vingtaine, c'était notre jeune prof cool. Ouais, c'est ça, exact. Puis il t'a enseigné à Mont-Saint-Louis. Il m'a enseigné la géo. Puis c'était-tu un bon prof? Un excellent prof. Il était vraiment. C'était un des profs les plus drôles qu'on a jamais eu. C'était un prof extraordinaire. Je m'en souviens. C'est drôle, ça, vous êtes reliés malgré vous. Oui, exact. Mais maintenant, j'ai une blonde qui enseigne à Sophie Barra. Oui, c'est ça. C'est ça, j'aime pas ça. On s'en tire pas. On s'en tire juste pas. Tout est mélangé. Ben oui, exact. Tout est dans tout, comme on dit. Dans tout. Parce que tantôt, tu as parlé, tu étais en histoire, mais plus précisément, en industrialisation. En industrialisation. J'allais eu. Industrialisation. À l'université, c'était quoi exactement? Partiellement, c'est quoi l'industrialisation? La période? Non, ouais, dans ça, j'ai concentré plus sur, en fait, j'ai fait beaucoup de cours 19e, 20e siècle. Okay. Genre Oliver Twist, mais la vraie histoire. You've got to pick a pocket or two. Non, mais c'est ça, c'était. Le Poppin dit, il y a connaît la vraie. Non, c'était beaucoup des cours de cette période-là, beaucoup sur l'urbanisation aussi. Ouais, c'est ça, exact, ça, non, ça. C'était plus. C'est plus ça la vraie $13. Ben, vas-y. C'est ça. Beaucoup sur l'urbanisation aussi en Amérique du Nord. C'était des questions qui m'intéressaient beaucoup. Et puis, par contre, ultimement, ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur les caricatures au Québec dans les années 30. Hey, wow, c'est intéressant, ça. Oui, donc ça ailleurs complètement. Un mélange d'humour et d'histoire. Et de médias. Oui, vraiment. Tranquillement. Ben non, j'avais eu un cours ou 2 d'histoire de la presse que j'avais bien aimé, l'histoire des médias. Puis, donc j'avais aimé ça. Donc tu sais, beaucoup de choses me pointaient dans cette direction-là. J'aimais ça aussi. Je trouvais que c'était intéressant de travailler sur des images en histoire. On dirait que la méthode classique est de plus travailler sur des textes. Puis là, plus les années passaient, plus il y avait différentes sources qui se développaient. Puis je trouvais que travailler sur le visuel, sur l'image, c'était vraiment intéressant. Donc on s'en dit long. On s'en dit long que l'image s'en dit long sur une société. Oui, exact. Donc c'est ça que. Est-ce qu'il y avait beaucoup de censure à l'époque? La comédie, c'est pas la comédie parce qu'on peut toujours passer à côté de la censure. Tout le temps, on niaise. On a toujours non, mais c'est des niaiseries, c'est pas vrai, on peut toujours avoir cette excuse-là. Ça, c'est dangereux parce que ça peut mener à des
C'est une joke, mais finalement. Non, en termes de censure, je pense que c'était plus... Lenny Bruce qui est devenu fou parce qu'il est toujours en prison. Les gens de Charlie Hebdo ouais. pensaient que c'était des jokes, mais non, c'est ça, d'autres gens n'étaient pas d'accord. Visiblement. Mais bref. Mais donc bref, c'est ça, c'est sur les BD à Montréal. Ouais, caricature, la presse montréalaise. Pas BD, caricature. Ouais, caricature, Montréal. J'avais pris La Presse, Le Devoir et l'Illustration Nouvelle, qui était un petit journal. C'est l'ancêtre du Journal de Montréal. Ouais, ça a pas duré très longtemps, mais en termes de caricature, c'est un contenu très riche. C'est l'Annopolis des années 30. C'est le croc. Mais donc juste ça, j'avais volontairement exclu la Gazette parce que je trouvais que la barrière de langue pour de l'humour 85 ans plus tôt, il y avait trop de risques de mauvaises interprétations, donc j'avais laissé tomber. Je m'étais concentré sur le francophone seulement, puis déjà même en français, je les comprenais pas toutes, ou en tout cas pas du premier coup. T'avais pas les référents. Il y a tout un contexte où des références. Tu connaissais pas le député de Saint-Laurent en 30 ans. Non, c'est ça, exactement. C'est quoi que t'as appris de ça, tu sais, que tu retiens de ta maîtrise, de tes études, de ta maîtrise? Précisément dans ce contexte-là. C'est quand même, tu sais, oui, c'était niché tout ça, mais j'ai appris telle chose. Ouais, c'est ça. Premièrement, c'est une méthode de travail, là, faire une maîtrise, là, c'est une discipline de vie puis des habitudes de travail, je pense que t'acquières. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça. Spécifiquement en termes de contenu, je trouvais ça intéressant aussi parce que ça me permettait de voir à quel point on peut dessiner des choses qu'on n'écrirait jamais. Intéressant. Particulièrement à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Mais tu sais, à cette époque-là, là, j'en voyais passer, là, on représentait Louis-Alexandre Tachereau, le premier ministre, là, comme un voleur, là, mais tu sais, un solide voleur, là, tu sais. Ce que j'ai appris, c'est qu'au départ, les démocrates, aux États-Unis, les démocrates et les républicains sont représentés par un âne et par un éléphant, c'est que c'est des caricatures. Au départ, c'est des caricatures. OK. On disait que c'était ça a commencé comme ça, puis les partis, ils sont l'appropriés. Pour plus se faire niaiser. C'est le truc, aux États-Unis, ils font tout le temps ça. C'est dans l'histoire, ils s'approprient les, on le voit avec Trump, là, mettons, quand il y a quelque chose quand on attaque un politicien aux États-Unis, tu le transformes, puis c'est, ton attaque devient maintenant ton... Bloc et redirige. Ouais. Wow. Exactement. Très politique. Ça se peut-tu que ça l'a influencé un petit peu? La raison, oui, je m'en souviens. La raison pourquoi on appelle ça les démocrates sont des ânes, c'est que, je pense que Andrew Jackson, on l'appelait le Jackass. Oui. Il ressemble à un âne. Puis il l'a fait son image. Ah, wow. Puis c'est devenu l'emblème du parti. Ça, c'est un gars qui va loin. C'est exact. C'est un gars qui va encore. 150 ans plus tard. Est-ce que ça se peut que ça a influencé ton style d'écriture? Là? Parce que, comme Thomas m'a fait remarquer, tes chroniques sont souvent basées sur des faits ou des statistiques ou des... Tu sais, c'est très... tu sais, je pense que surtout dans le sport, les gens sont beaucoup dans l'opinion. Ouais. Je pense ça, puis toi, tu dis, ouais, mais en fait, statistiquement parlant... Ben, tu sais, on l'est, mais... Tu sais, nous, ça reste que quand je dis nous, je disais moi, Richard, Jean-François Tremblay, Chaumont, Jonathan Bernier au Journal de Montréal, tu sais, on est des journalistes de beat. On n'est pas des chroniqueurs. C'est quoi la différence? Ben, c'est-à-dire qu'on n'est pas des chroniqueurs, des éditorialistes. Donc, tu sais, la job de beat, c'est quand même une job qui est plus en retrait. Tu sais, oui, on est beaucoup plus sur la route, on est beaucoup plus près de l'équipe que les chroniqueurs columnistes, là. Donc, pour expliquer aux gens qui savent pas c'est quoi le beat, c'est vraiment que vous êtes... C'est que t'es là, tu sais, tous les matchs, tous les entraînements, tu vois ça à la route. Uniquement. C'est ça. Ben, je pas moi individuellement, je suis pas là aux 82 matchs puis à tous les entraînements, là, parce qu'on fait ça à 3 puis on a une rotation. Ouais. Mais je veux dire, il y a un journaliste de beat, des fois 2 par média qui est tout le temps, tu sais, qui est tout le temps là. Okay. Donc le média est représenté à tous les jours. Mais c'est ça, donc la différence, tu sais, comme chez nous, le chroniqueur, le columniste, c'est Philippe Quentin au sport. Okay. Ben, Phil, il va venir au match, tu sais, il vient peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de matchs par année. Mais tu sais, Phil, il est pas chroniqueur seulement hockey, tu sais, il va faire des chroniques sur
tout sujet, tu sais, c'est chroniqueur, columniste comme ça, t'as quand même une page blanche, c'est sujet libre. C'est sûr que le hockey prend une grande part parce que tu veux te faire l'air à Montréal. Ben c'est ça va de soi. Donc c'est pour ça, mais tu sais, mais il vient pas aux 82 matchs, il vient pas sur la route, il va venir sur la route pendant les séries, mais pas pendant la saison. Il va venir au Centre Bell de temps en temps, il va venir à un entraînement, mais c'est pas le même rythme que nous. Et puis ben c'est ça, puis lui il doit couvrir une panoplie de sujets, tandis que nous on est vraiment attitrés spécifiquement seulement aux Canadiens puis au hockey de la Ligue nationale. Est-ce que tu sais, je me suis toujours demandé d'où ça venait le terme beat. Non, ça j'avoue que je l'ai jamais su. J'avais posé la question. Peut-être que ça vient de heartbeat, tu suis le beat à chaque beat. Le beat de quelque chose. Ça se peut. Faudrait que je demande aux confrères anglophones. J'ai regardé un peu hier pour essayer de au moins avoir une réponse, mais c'était pas, j'ai rien trouvé qui était clair. Mais c'est logique là, d'être sur le beat de quelque chose, de suivre le beat de quelqu'un. Mais bref. Mais bref, toi, est-ce que t'aimerais mieux faire l'éditorial ou t'es content sur le beat? Je suis content sur le beat. T'as une forme, ça reste une forme dans le fond d'éditorialiste, dans le sens dépendamment de qu'est-ce que t'exposes pas. C'est ça, exact. C'est ça. Jamais il y a un choix, c'est ça. Tu fais un choix dans ce que tu présentes, puis dans, tu sais, ben, il y a des fois que les faits en soi parlent tellement fort que t'as même pas besoin, d'écrire quelconque forme d'opinion, ou des fois tu sais, je veux dire, si Marc Bergevin, tu sais, on prend le tournoi de golf, là, si Marc Bergevin dit on a une meilleure défense que l'année passée. T'écris, tu sais, en tant que journaliste de beat, t'écris sa quote, puis tu dis, bon, ben, voici, ils ont perdu tel joueur, ils ont ajouté tel joueur, puis là, ben, David Schlemko, il a jamais joué plus que 18 minutes dans sa vie, puis il a jamais toujours été un gars de troisième paire, puis Mark Streit était 39 ans, puis Joe Morrow, il était healthy scratch pendant 40 games à Boston, puis là, tu présentes les faits, puis après ça, les gens, ils lisent, puis il fait, ben non, Marc, il dit... C'est pas d'accord. Ça avait pas d'allure de dire ça, tu sais. Il y a déjà un journaliste sportif qui a dit, il parlait avec un autre journaliste, puis il disait, je préfère couvrir le sport que la politique, parce qu'en sport, les gens avouent des fois que leur équipe vont pas bien, puis quand je leur présente des faits, ils font comme c'est vrai. Dans la politique, jamais. Genre, un partisan de Trump, t'as beau présenter des chiffres. Non, c'est pas. Il n'y a pas de fake news en sport. Genre, t'as perdu 3-1, t'as perdu 3-1. Il n'y a pas de fait alternatif en sport. C'est qui a dit l'autre jour, le conseiller politique qui a dit la politique, c'est du show business avec du monde laid. Wow! Ouais, je l'ai vu passer, celle-là. J'ai oublié c'est qui, mais ouais, je l'ai. Ouais, ça me fait rire, bref. Mais, d'être sur le beat, là, pour un jeune, là, qui veut être journaliste, c'est comme le rêve, là, tu sais, d'être sur le beat canadien. Ouais, c'est la job, tu sais, c'est Ben, c'est plus le fun que, mettons, faire le cahier CASDA de Jean de Montréal, là. Ben, ça dépend des intérêts. Ça dépend des intérêts de chacun. T'es attitré à l'équipe montréalaise. Ben, c'est ça. Oui, pis tu sais, moi, avant... Tu vois tes héros, tu sais, c'est cool. Ouais, ben non. C'est plus des héros après un moment, là, mais tu... Ouais, non, ben même quand j'ai commencé, ça l'était déjà plus, je te dirais. T'as-tu un moment où tu t'es dit, oh, la ballonne est pétée? Pas cyniquement comme ça, je te dirais. Ou des exemples, t'as fait, ouais. Non, mais tu sais, la première fois que j'ai couvert un entraînement du Canadien, là, c'était peut-être écoute, ça date, là, ça devait être en 2008. Je me souviens qu'il y avait Patrice... Ouais, Sakou Koivu était encore là. Fait que c'était avant 2009. Okay. J'avais simplement été remplacé à Radio-Can. Les gars qui suivaient le Canadien à Radio-Can dans ce temps-là, et tout le monde était parti, je sais pas. Bref, on m'avait envoyé juste comme ça pour tendre un micro, puis tu sais, c'était tout. Là. Donc, tu sais, c'était une fois. Et puis, c'était un entraînement à l'auditorium de Verdun. Puis je me souviens, là, tu sais, là, j'étais rentré cette fois-là, puis il y avait Sakou Koivu, puis Patrice Brisebois. Puis tu sais, c'était encore des joueurs que j'avais vu jouer quand j'étais petit, quand j'étais petit, mais du moins avant d'être dans le milieu, tu sais, quand j'étais plus fan. Donc oui, j'avoue que cette fois-là, j'avais été un peu impressionné d'être là. Mais ça a été tout. Tu sais, pour vrai, après ça, pas plus. Y a-tu des moments où il y a eu des affaires, tu t'es dit, ça, c'est pas glamour, tu sais, où ça brise le. Ah, ben, à l'inverse, là. Je pourrais te montrer toutes mes vues de chambre d'hôtel à Buffalo, puis. Non, mais tu sais, puis. Ou dans les relations humaines, de faire comme moi, finalement, ton idole, t'aimerais mieux pas le connaître, là. Ouais, c'est ça, non, ça, des cas d'idoles. Mais t'es pas fatigué. Il y a aussi quand tu vas n'importe qui pendant 8 mois d'affilée, mais ils vont être fatigués, ils vont être des journées ça va pas bien avec leur femme, quand ça va pas bien sur la glace, c'est officiel, des fois ils sont un peu plus bêtes, ils sont un peu plus fermés. C'est difficile, tu sais. Ouais, non, effectivement, mais un joueur à l'Interrégie doit être le fun d'interviewer, là. Ouais, ben ça dépend. En termes journalistiques, ça
à longue, non, là, tu sais, c'est une saison complète d'une équipe qui en arrache. C'est vrai que là, c'est long de voir des phases d'enterrement, tout ça. Mais, tu sais, qu'il y a des hauts pis des bas, puis tu sais, qu'il y a de la variété. C'est parce écoute, à l'inverse, une équipe qui gagne tout le temps, je veux dire, on sait plus quoi écrire aussi. Je veux dire, ça reste que notre travail est d'écrire puis trouver des histoires. L'année dernière, les Warriors au basket étaient tellement dominants que la grosse histoire, c'est qu'il y avait un joueur qui avait signé un toaster. Puis depuis qu'il avait signé un toaster, il perdait pas. Tout le monde parlait de ça. Non, mais c'est ça, tu sais. Tout le monde parlait du toaster, là. Ça se point là que c'est plus quoi dire. Parce que comment tu peux dire de différentes manières, ouais, l'équipe est très bonne, puis ils sont plus rapides que tout le monde. Non, mais tu sais, les débuts de saison du Canadien, les dernières années, quand ils commençaient tout le temps à 9-10 victoires de suite, tu sais, ben, là, t'arrives, le Canadien fait juste gagner. T'arrives à chaque matin à l'entraînement, c'est les mêmes trios, c'est les mêmes autres défenseurs. Tu sais à peu près en avance quel goaler va jouer parce que tu commences à connaître les façons de faire du coach, parce que le coach est là depuis une couple d'années. Fait que c'est ça, fait que c'est pas ça non plus, c'est pas mieux, mais je veux dire la saison 2015-2016 du Canadien, à la fin, on savait plus non plus quoi écrire parce que là, tu sais, je veux dire, il gagnait plus, on savait qu'elle allait rater les séries, on savait que plein de joueurs qui étaient là étaient seulement de passage puis que ça valait pas la peine de se mettre à écrire en long puis en large sur ces gars-là parce qu'on savait que dans 3 semaines ils s'en allaient puis que ça se trouve qu'elle allait même plus être dans la Ligue nationale. Donc on en profite pour saluer. Non, c'est qui était là à ce moment-là? Jean-Paul Mara, je sais pas. Non, mais c'est Lucas Lessio. Lucas Lessio, c'est ça. Je cherchais un nom, je voulais un nom. Ouais, c'est ça. Ben, non, fait que bref, c'est, ça serait un nom de bum, Lucas Lessio. Mais tu sais, par contre, tu sais, une saison comme celle de l'an passé, où est-ce que là, tu sais, un changement d'entraîneur, le Canadien avait parti fort, avait perdu de la vitesse ensuite, ont finalement rentré en série correct. Ça, c'était une saison quand même qui... Toi, tu fais un récit, dans le fond. Tu cherches des on veut... je veux dire, on a besoin qu'il se passe quelque chose, forcément. Tu es à la recherche d'un narratif, quand même. Oui, c'est ça. À un certain niveau. Est-ce que tu es autant fan du Canadien depuis que tu es journaliste? Zéro. Ou t'es plus fan? Non, aucunement. Ben, de toute façon, je veux dire, techniquement, faut avoir un certain détachement, puis moi, Tu devrais ça sortir tes collègues? Non, mais je télé, là? Moi, leur dire un petit détachement, ça fait plaisir. Non, mais... C'est pas grave, faut que crier, mais je suis Bergeron, là. C'est pas obligé, là, de pleurer, là, parce que le Canadien, c'est correct, là. T'étais checké le hockey avec Thomas l'autre jour, puis à l'entraque, il avait pas enlevé le... C'était dans une projection, puis le gars, il avait laissé le son vraiment fort, puis c'était le truc d'entraque, puis c'est juste Thomas qui crie au DJ. Hey! OK, tu peux le baisser, là, je t'allais l'entendre crier, là. Mets de la musique, s'il te plaît, merci. Le gars était comme, oui. Moi, je vois un vieux monsieur de 111 ans, t'as son opinion, là. Je peux appeler mon père, là, si je veux ça, là. Ouais, c'est ça. Je peux appeler mon père. Qu'est-ce qui se passe de l'affaire, là? Appeler mon père. Ça va faire plus mal, mais ça va être au moins, ça va être. Je sais pas de quoi il parle, comme, t'as l'affaire, moi, je pense ça, mais je pourrais penser le contraire, tu sais. Non, mais tu sais, c'est ça, il y a un détachement qui s'est fait, puis en tout cas, moi, dans mon cas, ça s'est fait tout naturellement. Je peux pas dire que c'est pas comme si je me suis dit, bon, là, je suis journaliste, faut que j'arrête. Je l'aime plus, Markov, là. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, ça avait... Mais t'es encore fan de hockey? T'es encore fan de sport? Ou t'es comme, où ça t'use? Non, j'aime encore ça, puis si je suis en congé, qu'il y a un bon match, je vais le regarder, puis tu sais, c'est je garde un intérêt, je garde mes poules de hockey quand même, tu sais, ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'avais dit sur ton Twitter, parce que t'es très actif sur Twitter, t'avais dit à tous ceux qui ont Austin Matthews dans leur pool à vie, vous avez fait une bonne chose, et j'ai Austin Matthews dans une de mes poules à vie, donc j'ai rien à rajouter. D'ailleurs, je suis dans un pool à vie avec Thomas Levac. Moi, j'ai Tyler Bozak. Moi, heureux. On a commencé un pool à vie cette année avec des humoristes, dont Adible, puis Thomas et compagnie. Puis notre pool est construit de la même manière qu'Occupation Double, c'est-à-dire selon un casting très précis. Puis Thomas est juste parfait dans son rôle. Il juste venir pendant quelqu'un prend les cartes, les prendre puis les lancer à terre. C'est comme, je prends quand même Julius Honka. Puis là, ça va après ça. C'est malade. Moi, c'est moi dans mon pool, je crois que je connais 4 joueurs que j'ai. Parce que moi, je suis pas vraiment le hockey, je suis juste le Canadien. 4 joueurs. Quand j'ai Tyler Bozak que je connais. Puis là, pourquoi de tous les joueurs tu connais, c'est Tyler Bozak? On joue parce qu'on joue le nom. Moi, j'adore les beaux noms. Tyler Bozak, c'est un pas pire nom. Quel Canadien je compte les livres 8 fois par année ou je sais pas combien de fois par année? 5 fois. Première, j'ai pris Patrick Sharp parce que il y a une passe. Moi, le prendre. C'est comme ça que je construis mes équipes. T'as-tu pris pour vrai? Ouais. Je pensais que c'était un gag. Non. Je t'annonce en primeur que ça se peut que tu le regrettes, là. Je pense que tout le monde pensait que c'était un gag parce que le fait que comme t'as pas dit genre drop dans le truc, je pensais que tout le monde pensait que c'était un gag, je pense.
Mais le fait que peut-être que cette gag-là va te sauver bien des erreurs futures. Mais au pire, sinon, tu demanderas. Oh, je l'ai vu. Oh, mon Dieu. Tu l'as fait sur ton bout? Ouais, tout. Ah, malade. Bon, c'est encore mieux, tu vois. C'est pour ça qu'il est là. Ouais. Pour ce genre d'affaires. Y a-tu des affaires que tu trouves très difficiles d'être sur le beat canadien? C'est quoi, en fait, que tu trouves le plus difficile d'être sur le beat canadien? Est-ce que c'est justement, là, on a parlé de se renouveler? Ben, il y a beaucoup de choses difficiles, là. C'est pas une job facile, loin de là. Je les changerais pour rien au monde, mais c'est pas une job facile. Et pourquoi, en fait, d'expliquer? Les principales choses difficiles, je te dirais, dans le contexte précis de Montréal, c'est l'accès aux joueurs parce qu'on est énormément de médias. Donc, avoir le moindrement d'exclusivité avec un joueur, c'est très difficile. Tu sais, de t'asseoir dans le vestiaire 5 minutes avec un joueur, tu peux le faire dans pas mal toutes les autres villes. Ben, en tout cas, peut-être pas Toronto. La fameuse règle que souvent, j'adore quand tu couvres d'autres équipes. Mettons, quand le Canadien est éliminé, puis tu couvres Pittsburgh, puis tu as des entrevues. On dirait qu'on t'a passé genre 1 heure avec le temps. Avec Crosby. Non, c'est ça. On le voit quand tu couvres d'autres équipes, à quel point t'as bien plus d'accès aux joueurs. C'est ça, exact. C'est ça. C'est plus facile parce que t'es moins, c'est ça. Il y a moins de monde dans le vestiaire. Ben, c'est ça. À l'inverse, les joueurs sont plus réceptifs à nous parce qu'ils sont moins usés de voir des journalistes tout le long. Donc, cette partie-là est difficile. L'autre chose qui est difficile, évidemment, c'est de se trouver des angles originaux parce que la quantité d'analystes qu'il y a partout, on dirait que toutes les opinions et tous les angles ont été pris et exprimés à quelque part. Donc ça, c'est une autre chose difficile. Toi, t'as peut-être un style à toi, là, peut-être? Ben oui, j'ai mon style à moi, mais ça reste que, tu sais, je veux dire, t'as une hypothèse à... Il y a un certain nombre d'idées que tu peux avancer aussi. Puis bon. Donc c'est difficile. Puis l'autre chose, dans notre contexte précis, je te dirais, de la Presse Plus, c'est que, tu sais, la Presse Plus, même si c'est électronique, ça reste que c'est publié 1 fois par jour. Tu sais, l'édition est poussée dans la nuit. Puis les gens, à 3 heures du matin, peuvent downloader la Presse Plus. Puis bon, les gens vont le lire le matin. Puis bon, j'imagine que le commun, notre lecteur commun lit sa Presse Plus quelque part entre 6 heures et 9 heures le matin. L'entraînement du Canadien a lieu à 11 heures le matin. Le point de presse du coach est diffusé en direct. Puis là, après ça, les gens qui l'ont manqué, ils regardent le 5 à 7 à RDS, puis ils écoutent le téléjournal, puis ils écoutent Sport 30. Puis le lendemain matin, si le coach a dit quelque chose de bon, tout le monde le sait déjà. C'est le dernier dans c'est ça. Ben, c'est ça, exact. Oui, on va envoyer un article sur la presse.ca là, après l'entraînement pour justement ce qui est important, mais du reste, donc c'est ça, si le coach, particulièrement le coach ou même un autre joueur a dit quelque chose d'intéressant, ben le lendemain matin, la quote est brûlée, si on veut, là, tout le monde le sait. Donc, 2 choses. Soit que tu arrives avec oui, tu as cette quote-là, mais que tu arrives avec un angle auquel les gens n'ont pas pensé. Donc, c'est ça, faut que tu y penses, faut que tu arrives avec ça. Ou sinon, c'est dans le vestiaire où est-ce que tu dois essayer d'avoir, tu essaies justement d'attraper un joueur à part ou du moins de lui parler quand toutes les caméras des réseaux de télévision sont parties puis qu'il reste un plus petit groupe de journalistes et que ce qu'il va dire là va avoir moins voyagé dans la journée. Tu sais, c'est un peu tout ça les défis parce que c'est ça. Les nouveaux médias. Je veux dire, tu sais, si t'arrives à l'entraînement là puis qu'Alex Galchenyuk est rendu sur le 4e trio, ben moi mon titre le lendemain matin ça peut pas être Galchenyuk sur le 4e trio. Parce qu'à la radio ils ont fait 3 heures là-dessus. C'est pas une nouvelle. Puis l'antichambre vient faire 1 heure là-dessus. Puis ici puis ça. C'est rendu au lendemain matin, c'est fini. Fait qu'il faut que je sois ailleurs. Et toi-même t'en as parlé sur Twitter. Ouais, ben c'est ça. Fait que je peux quand même écrire sur Galchenyuk, mais faut qu'il y ait quelque chose. Faut qu'il y ait une réflexion. Faut que j'ai parlé à quelqu'un d'autre, à la limite. Faut que parce que t'es pas dupe. Tu sais que quelqu'un va pas lire un article sur quelque chose que... Ben, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a probablement il y en a des gens là, qui vont pas nécessairement regarder la télé ou qui ont pas eu le temps ou peu importe, puis qui vont lire leur journal le lendemain matin puis qui vont apprendre ça arrive, mais je veux dire, il y a quand même une majorité de gens qui s'informent en temps réel ou à peu près. Donc c'est là que nous, notre mandat à la presse est d'amener une réflexion et de pousser l'analyse et d'aller chercher d'autres intervenants. C'est avec des façons comme ça qu'on réussit. Puis c'est un défi de tous les jours. Je pense qu'on le réussit bien de façon générale, puis pas juste au sport, mais en général. Là, parce que ça s'applique aussi pour mes collègues du général. Ce matin, il y a un remaniement ministériel. Ouais. Ben d'un matin, je suis convaincu que tous nos collègues à Québec vont avoir une super belle couverture puis que Est-ce que selon toi un journaliste qui est pas sur Twitter, il est pas dans le game?
Je pense que t'as pas besoin de tweeter pour être dans le game, mais je pense que c'est assez important d'avoir au moins ton compte Twitter puis de savoir ce qui s'écrit, ce qui se dit là-dessus. Après ça, tweeter ou pas, moi-même, j'étais quasiment obsédé avec ça avant, puis avec le temps, j'ai appris à doser là-dessus. Puis tu vois, tu testes des jokes. Il y a des tweets qui sont dans des articles. Oui, je sais. C'est bon, ça. Oui. C'est ton rodage. Oui, exact. Ça peut arriver, mais sinon, tu sais, on écrit des jokes, on est très, on comprend le game, là. On le voit. Non, mais c'est sûr qu'il y a des affaires, des fois que tu testes ou des fois tu tweets quelque chose, puis tu vois qu'il y a des gens qui ont des réactions, puis là, tu dis, bon, ben, non, mais, tu sais, ou à l'inverse, tu dis, OK, peut-être que telle chose, ça peut faire un bon sujet d'article. Peut-être, visiblement, les gens se posent telle question, mais il faudrait peut-être que je fouille ça. Dans l'LNH, les joueurs n'utilisent pas beaucoup Twitter. Dans l'NBA, ça pas, des fois, les gars, il y a des échanges, quasiment que les gars disent sur Twitter, ils veulent les échanger. C'est très Instagram, je trouve, le nouveau média. Au basketball aussi, ouais. Je sais qu'il y a un joueur on s'est demandé aussi qu'elle allait signer cet été, puis c'est sur Instagram que c'est dessus, parce que il y a un gars il y avait des journalistes qui suivaient son entourage, puis ils sont tous mis à aimer les Celtics, les Celtics de Boston, puis on savait que le joueur allait jouer avec les Celtics. Très bon. Est-ce que tu penses que, je sais pas si c'est moi aussi, j'ai l'impression, mais que Twitter depuis, je sais pas, 5-6 ans, a comme, pas en a perdu, mais en termes d'importance de marché. Je sais pas ce que je veux dire. Tu sais, à un moment donné, Twitter, c'était the affaire, là, tu sais, quand c'était comme les tweets. Ça à Trump, parce que Trump trouve ça très important. Ouais, lui, ouais, mais je parle pour la masse générale. Ben, je sais qu'il y a une opinion qui circule beaucoup dans notre milieu, qui est que sur Twitter, on se parle entre journalistes. Et que dans le fond, personne, ben, tu sais, pas personne, mais tu sais, puis que les gens qui suivent, sinon, c'est des gens, tu sais, que c'est des gens qui ont tout, sinon, c'est un groupe Facebook, hein, c'est quasiment, tu sais, les gens qui sont pas journalistes, ben, tu sais, sinon, ils ont des amis journalistes, ou tu sais, c'est simplement des gens vraiment, tu sais, qui affectionnent les médias, mais que ça va pas à ce point chercher un grand public. Tu sais, le nombre d'abonnés Twitter, de toute façon, ça vaut ce que ça vaut. Puis moi-même, je le vois très bien. Mon nombre d'abonnés a explosé depuis 2-3 mois. Mais je les vois passer, mes nouveaux abonnés. Puis c'est un paquet d'œufs, là, tu sais, de photo profil que c'est un œuf. Puis que je suis convaincu que je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a comme des quelconques robots là, qui ajoutent de quoi. Mais je suis convaincu que c'est pas des gens. Tu sais, il y a des fois que je peux avoir 7-8 nouveaux abonnés en 1 heure. Puis une journée que je tweete même pas. Puis que mes derniers tweets sont pas bons. Ben pas qu'ils sont pas bons. Moi, pas les meilleurs. Non, mais tu sais, il y a pas de scoop, il y a pas de scoop, c'est pas des primeurs, c'est des banalités, peu importe. Donc, tu sais, j'ai vraiment le nombre d'abonnés. Mais je me souviens qu'on travaillait à Salvaire, des fois, on était tout excités parce qu'on est trending, on était premier au Canada. Mais ça apparaissait pas dans les codes d'écoute. Il y avait pas eu un lien. C'est ça. Ce qu'on réalisait, c'est que, Twitter, c'est beaucoup, c'est des villes, c'est des citadins qui sont sur Twitter. C'est pas toute la population, là. Déjà, on a vu Twitter, c'est juste, au départ, c'est difficile. Résumer sa pensée à 140 caractères, c'est pas tout le monde qui a de faire ça. Non. C'est drôle parce que tu parlais des robots, mais Thomas, il connaît beaucoup ça, les robots, sur Facebook. Beaucoup de demandes de robots Facebook. Oui. Depuis ton passage à sous-écoute, les robots t'ont ciblé. T'as-tu vu le passage de Thomas à sous-écoute? Non. C'est pas moi qui va te révéler des scoops. En gros, moi, je me suis fait blackmailer par un robot. Pas un robot, c'était par un arnaqueur africain. Puis moi, depuis ce temps-là, j'ai des centaines de demandes d'amis. Dans le monde qui n'existent pas par jour. Oh, wow. Ouais. Genre des espèces de lettres qui se peuvent pas, là. Ouais, ok. Avec des filles qui se peuvent pas. Qui existent pas, en fait. Ouais, qui clairement existent James pas. Dolan, pis c'est une fille en décolleté, pis je suis pas sûr que t'existes, James Dolan. T'avais-tu des idoles, journalistes, des journalistes ou, même en sportif, ou peut-être pas seulement des journalistes, peut-être des auteurs seulement, mais des gens qui t'ont donné envie d'écrire, puis d'écrire avec de l'humour? Ouais, pour vrai, quand j'étais plus jeune, pas nécessairement, parce que, tu sais, oui, je lisais la presse, des fois je lisais le journal de Montréal, tu sais, mais j'étais pas, je sais pas, ça me marquait pas à ce point-là, probablement parce que justement j'avais tellement dans la tête d'être prof d'histoire, je veux dire que, tu sais, on a skippé le bout où finalement t'es vraiment pas devenu prof d'histoire. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est le bout où mon chum m'a appelé à Radio-Canada pour ce qui était supposé être une gig de 3 semaines. C'est ça, exactement. Mais c'est simplement qu'ils ont aimé ce que j'ai fait, donc ça s'est continué. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, je devrais prendre des shifts comme prof d'histoire ou non? Non, pas du tout. Ben, c'est parce que, au moment, en 2006, au moment où je suis rentré à Radio-Canada,
à ce moment-là, j'étais en rédaction de ma maîtrise. C'est ça, j'étais en rédaction de mémoire. Là, j'accumulais les emplois à ce moment-là. J'avais une job de guide de voyage en plus, là, on the side. Tu travaillais pas chez Desjardins aussi? Ouais, Desjardins aussi. J'avais beaucoup de choses en même temps, là. Fait que c'était... Thomas m'a dit que c'est toi qui vérifiais les chèques. Oui, exactement. Centre de compensation. Automatiquement fait penser au film Catch Me If You Can. Ah, je suis sûr que tu vérifiais pas des chèques sur la chanson. Non. Mais bref, c'est ça. Donc, j'ai fait tout ça en parallèle. Puis, au moment où j'ai fini ma maîtrise, où j'ai déposé mon mémoire, là, c'était au printemps 2007. Ben là, j'avais lâché Desjardins, même l'agence de voyage. Je donnais un petit coup de main de temps en temps à mes Qu'est-ce que tu faisais là, à l'agence de voyage? Guide de voyage pour des groupes scolaires. Ça s'appelait Éducato. Boston, Washington, New York. C'est ça, exactement. C'est la compagnie qui nous avait qui avait booké notre voyage dans le temps. Mais je suis retourné travailler avec eux. Puis j'avais même guidé sur certains voyages avec le guide que j'avais eu. Ta vie est extrêmement logique. Ouais. Tout est dans tout dans ma vie. La vie à Thomas est vraiment pas aussi logique. Non, c'est moins... Tout s'explique dans ta vie, rien s'explique. C'est arrivé ça, puis je suis arrivé là. Tantôt, encore plus drôle de hasard, par après, c'est que Marc-Antoine Godin, que j'ai eu comme partner à la presse pendant 3 ans, était lui-même un ancien guide de cette compagnie-là. Mais j'avais jamais travaillé avec lui, par exemple. On s'est manqué, mais il était lui-même un ancien guide. Vous pensiez être journaliste à la presse? Devenez guide pour vacances voyage. Donc c'est ça. Ben bref, fait que pour conclure finalement, là, donc j'ai déposé mon mémoire en 2007. À ce moment-là, j'avais du temps plein à Radio-Canada. J'avais pu lâcher les autres emplois. Donc c'était comme en train de devenir un peu un choix qui s'imposait. Ça allait de soi, j'aimais ça. Jamais tu t'es dit ça manque de personnes de 15 ans dans ma vie. Non, jamais. Je comprends ça. Non, mais les gens qui comprennent pas leurs émotions. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont supposés être enseignants, mais finalement qui font pas ça, puis pour les bonnes raisons aussi, ça se peut. Mais tu sais, je parlais d'une amie qui disait je travaille pour telle compagnie, mais là j'avais mon bac en enseignement, puis là je disais ok, il faut que j'aille faire ça, tu sais, je suis enseignante. Puis elle a fait comme 3 mois, puis elle a fait mais qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas rapport. Puis elle est retournée à son ancien job, tu sais, mais je comprends que tu sais c'est une formation générale, un peu comme avocat. Fais ça, fais le bac en enseignement, fais le bac en droit, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Non. Ma blonde s'en est rendu compte, vu qu'elle est prof. Mm-hmm. Plus les stages avancent, plus les gens arrêtent. Parce que c'est très, très, très difficile. J'ai une classe de 34 jeunes entre 12 et 16 ans. Ouais. Ben, moi, je visais le cégep, par exemple. Là, donc c'est sûr que les jobs au cégep sont limités. Aussi. Ouais, ben, c'est ça. Ça, je savais qu'il y avait pas beaucoup de jobs. Je savais que c'était une difficulté qui s'en venait. Puis d'ailleurs, c'est sûr aussi que ça, je dis pas que c'était un stress, là, pendant que j'étudiais, mais je me doutais que ça allait être peut-être compliqué. Donc là, quand je voyais que ça allait bien dans les médias, je me demandé aussi, je courais pas après. Le trouble. J'aimais ce que je faisais de toute façon dans les médias. Oui, j'aimais l'histoire, là, puis j'aimais encore ça. Mais qui sait si tout ça s'arrête demain? Ben, c'est ça. C'est sûr que j'ai un plan B. C'est sûr aussi que, bon, faudrait que je dépoussière un peu mon histoire puis mes contacts. Parce que ça y est. Ils rentrent au cégep puis ils ont 16 ans, t'en sais plus que eux, c'est sûr. Il y a plein de profs à qui tu repasses, sont comme, j'ai enseigné FPS, je lisais le cours la veille de vous. Ils savaient pas du tout. Oui, non, effectivement. Mais bref. Mais t'as parlé de Marc-Antoine Godin? Oui. Marc-Antoine Godin, qui est rendu qui a quitté la presse pour The Athletic. Oui, exact. Qui est un site très 2.0, dans le sens que, corrige-moi si je me trompe, c'est un site de sport pour lequel c'est de type utilisateur payeur. Ouais, exact. C'est un magazine. C'est un magazine, dans son numérique. C'est un magazine, mais au lieu d'aller le chercher au couche-tard. Exactement. Donc, tu le payes, tu as du contenu exclusif. C'est ça. T'as du contenu. Ça, qui est très, c'est ça, là, qui est justement, on se demande tout le temps avec les nouveaux médias, comment tu monétises ces trucs-là, puis c'est comme un peu c'est une forme de nouveau modèle à voir comment ça va évoluer. Ben, c'est ça, exact. Mais déjà, ils te lancent pas de la pub en plein visage tout le temps. Oui, c'est ça. C'est qu'en consommant ça, tu payes, donc t'élimines tout ce qui est publicité. Et ça m'amène à la question suivante. Avec l'évolution, justement, là, tu travailles pour la presse. Littéralement, on est dans l'année où la presse n'existe plus physiquement. C'est terminé la presse papier. La presse papier, c'est ça. Tu l'as dit, maintenant c'est numérique, maintenant c'est tout est annoncé plus vite, tout ça. C'est quoi le futur de ton métier? T'es où dans 5, 10, 15 ans? J'espère être encore dans ce métier-là. Notre métier change tellement vite que j'ai aucune idée. J'ai honnêtement aucune idée. La principale chose que je me dis tout le temps, là, c'est que, là, je suis rendu à 11 ans, là, dans le métier, là. Ouais. Ça fait 11 ans que je suis dans le métier. C'est déjà probablement beaucoup plus
beaucoup plus d'années que ce que j'aurais cru à la base. Pas que j'avais une idée, mais dès que j'ai commencé à Radio-Can, on se faisait déjà dire il y a pas de job. Notre secteur est en décroissance. On nous demande toujours de faire plus de contenu avec moins de staff. Les salles de rédaction, les salles de nouvelles vont rapetissant. Donc, tu sais, on se fait dire ça depuis toujours. J'ai eu peur pour mes fesses il y a 3 ans quand Radio-Can a donné un gros coup de barre. Donc, je sais pas où je vais être dans 5, 10, 15 ans. La santé de la presse m'inquiète pas du tout. Je veux dire, on est une des très, très grandes salles de nouvelles en Amérique du Nord, là, tout simplement. Donc, les signaux sont bons. Les signaux sont bons chez nous. Mais en même temps, qu'est-ce que je connais là-dedans? Là? Je veux dire, il y a des décisions qui se prennent 5 échelons au-dessus de nos têtes avec des gens. Tu as 35 ans, fait que t'en as pas 17, dans le sens que t'as été élevé sur Internet, mais t'en as pas 62 où tu dis, regarde, moi, je suis plus dans le game, mais je prends ma retraite dans 3 ans. T'es encore dans un point où, tu sais, t'es au milieu du jeu. C'est pas Jean Tremblay, c'est ce que je veux dire. Non, mais... L'idole de Thomas. Ouais, je l'aime tellement, ce homme-là. Dis-moi ce que t'as dit tantôt par rapport à comment le commentateur de game... Moi, j'ai les commentateurs sportifs. Moi, je comprends pas pourquoi j'écoute une game de hockey, puis il y a un gars qui m'explique ce que je vois. Je vois pas l'intérêt. Genre, je le vois être droit rondelle. Puis si c'était juste de moi, ça serait Jean Tremblay qui boit du scotch, puis qui explique l'histoire de bras des 70. Fait, j'étais avec Tiggy, là. Là, à l'époque, là. Hey, en tout cas, c'était pas comme aujourd'hui, là. Tu pouvais dire à une femme que c'était un bon brin de femme, là. Puis là, il t'explique ça. Marcel Aubu arrive en onde avec lui. Puis mon bout préféré, Régent, j'ai soif! À la fin de la 3e, tu l'entends caler, t'entends des glaçons cogner qui fait bon. On va vous dire qui est gay dans la ligue. Puis il part. Il part à l'âge verte. Il t'explique. Là, Johansson, son échange, là, il a bon. C'est vrai que ça serait drôle. Parce que ça, je parlais tantôt avec Thomas, mais selon moi, l'affaire qui a été le moins compris par les commentateurs, Martin McGuire, je pense, fait un job exceptionnel de transmettre une émotion. Je trouve qu'il est bon. Là, je l'écoutais en char, puis il me fait vivre des émotions. Puis je pense qu'il a compris son rôle qui était dans le divertissement. Mais les commentateurs de games sont beaucoup plus proches dans leur métier, je trouve, de celui d'humoriste que de celui de journaliste. Dans le sens que à mon avis, c'est bien plus du divertissement. Ils sont dans le divertissement, ils sont là pour tu sais quand tous les meilleurs commentateurs de la ligue, là, le gars à Buffalo, Rick Jenneret, le gars à Pittsburgh avec ses expressions, ça, c'est des gars imagés, colorés, qui ont une voix, qui ont un personnage, si on veut, ça. Puis souvent ici, le gars de la lutte. Oui, tu sais, c'est ça, tu sais. Avec un chapeau à la lutte. Jim Ross. Yeah, Jim Ross. C'est drôle parce que dans le dossier de recherche fourni par Thomas Levac, à la catégorie passion, il est marqué, et je cite, les chats et la lutte. Yeah. C'est vrai. C'est qui le meilleur ton lutteur préféré de tous les temps? De tous les temps, j'hésiterais entre Stone Cold Steve Austin puis Macho Man. Les années 90-2000. Oui, exact. Je te dirais que depuis une dizaine d'années, je suis encore, je suis ça plus d'un œil distrait. J'ai recommencé plus depuis 2-3 ans avec l'arrivée des Québécois, là, Kevin Owens, Sami Zayn. Ouais. Ça, c'est sûr que ça a suscité un certain intérêt. Puis il y a comme un retour. Je trouve que le produit est quand même de meilleure qualité. Mais il y a eu un creux de vague. Là, mais c'est ça que je voulais savoir si c'était juste moi. Tu sais, comme tu vois, il y a eu ça a déjà été extrêmement populaire. Je te parle des années 80, 90, on est encore sur la fin. Au tournant des années 2000, c'était vraiment au sommet. Là. Quand il y avait The Rock et Steve Austin en même temps, c'est pas juste ils étaient au sommet de leur Donald carrière. Trump aussi. Mais ça, c'est venu après Donald Trump. Mais au tournant des années 2000, c'était les codes d'écoute étaient incroyables. C'était vendu. Les arénas étaient toujours remplis. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça crash? Ce que tout le monde fait qu'on va écrire CBS. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une couple de mauvaises décisions d'affaires, je pense, qu'ils ont prises. Ils ont acheté, la WWE a acheté la WCW, qui était la fédération concurrente. Puis ça a comme eu, tu sais, on pensait au début que ça aurait un super bon effet parce que tous les meilleurs talents se retrouvaient au sein d'un même show, de la même fédération, mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Puis je sais pas si c'est un cas simplement où, tu sais, quand c'était en compétition un contre l'autre, tu dis tout le temps que la compétition stimule la business puis la qualité. Et puis la qualité a commencé à descendre là. The Rock a commencé à aussi être parti plus souvent puis à lancer sa carrière de cinéma. Steve Austin était excessivement populaire, mais
son moment au top a duré à peu près 4 ans, puis il y a eu des grosses blessures au cou qui ont fait en sorte qu'ils ont vraiment qui ont vraiment diminué raccourci sa carrière. Donc il en fait encore? Non, c'est ça. Lui, il en fait pas du tout. Puis il y a des anciens des fois qui partent, qui reviennent de temps en temps, mais lui, il a tellement été magané dans le gars. Moi, des fois, je regarde l'Undertaker. Il est encore là. Ben oui, exact. Il est veine dans le cou. Ouais, mais lui justement, il a évité, de façon générale, il a évité les blessures sérieuses. Puis il a souvent travaillé sur des horaires plus réduits aussi. Là, c'est pas un gars qui se battait nécessairement tous les soirs là, tout le temps. Plus il y a un personnage fort. Ben ça, il y a un personnage fort, puis il juste jaser, il gardait. Il se présente, il jase, s'en va. Puis il gardait, tu sais, il y a des personnages comme ça que je pense que t'essayais de garder pour des moments plus spéciaux aussi, tout ça. Tandis que Steve Austin, c'est un lutteur de métier qui luttait soir après soir. Puis c'est tough. C'était pourquoi 3-16, tu sais, 3-16? 3-16, ça c'est la Bible. ça part, c'est en fait c'est ce qui a lancé sa popularité, c'est que au moment où il commençait tranquillement à devenir populaire, il avait battu Jake the Snake Roberts à la fin d'un gros combat. Tu peux pas dire cette phrase-là, pas rire. Jake the Snake Roberts, c'est une autre légende, ça. Puis Jake the Snake, à ce moment-là, sa vraie histoire dans la vie, c'est que c'était un gars qui avait d'énormes problèmes de consommation puis qui s'était tourné vers la religion. Et puis il avait intégré ça à son personnage dans le fond, puis là son personnage des fois allait citer des passages de Bible, des choses comme ça, puis là il disait John 3:16. Donc après le combat, Steve Austin l'avait battu et puis prend le micro parce que là c'était un tournoi, il devenait le roi de le l'EVE. Donc il prend le micro, il est devant le trône, mais il y a absolument rien de royal là, tu sais, c'était 100% son personnage, tu sais, il y avait tout un décorum derrière lui, puis lui il allait à l'encontre de ça, puis il disait tu parles de tu peux citer des passages de la Bible tant que tu veux, John 3:16, puis il a dit Austin 3:16 says I just whipped your ass. Et puis il y a eu une réaction, puis mais à ce moment-là, il était le méchant encore, tu sais, sauf que la foule applaudissait, les commentateurs eux étaient outrés et ça je sais pas jusqu'à quel point qu'ils étaient conscients là, de l'impact que ça allait avoir. Tu sais, en même temps, ils en ont profité, ils ont sorti des chandails, puis là, ça vendait, puis probablement qu'ils ont peut-être été un peu à tâtons sans trop savoir où ça allait. Finalement, ça a débouché sur la meilleure idée qu'ils ont jamais eue. Tu sais, ça a créé un personnage d'anti-héros Je me rappelle quand je regardais contre l'autorité. Quand j'étais enfant, souvent, il se battait contre le gars en soute. Ouais, ben c'est ça, exactement, c'est ça. Il allait péter le président ou le commissaire ou peu importe, puis il finissait en buvant de la bière sur le ring, puis en se faisait lancer des... Non, c'est pas lui, ça c'est un autre qui se les cassait sa tête. Lui, il les ouvrait comme ça, mais non, les casser sa tête, ça c'était le Sandman, c'était un lutteur plus obscur. Mais non, mais Steve Austin, c'est ça, c'était ça. Il se faisait lancer des canettes de Budweiser, puis il les ouvrait, puis il pouvait en descendre 12 comme ça sur le ring. C'est quoi que le hockey devrait apprendre de la lutte? Oh là là, d'être décrispé, je dirais. Là. Je pense que on s'entend que le hockey est un sport. Subban a fait une joke de rince-bouche, puis ils l'ont empêché de parler aux médias. C'est là, mon Dieu, c'est trop. Ah ouais, très conservateur. C'est ça, c'est un monde... Qu'est-ce que t'expliquerais aux gens qui aiment pas la lutte, là, que c'est vraiment colon? Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que vous avez pas compris? Qu'est-ce que tu leur dirais qu'ils ont pas compris? Si ils ont pas compris, c'est que tu rentres là, tu laisses ton cerveau à l'entrée. Moi, c'est tout le temps ça que je dis. Là. Je rentre, je laisse mon cerveau à la porte. Puis je vais crier, puis... C'est ironique. T'es-tu déjà allé voir de la lutte dans Hochelaga? Pas dans Hochelaga, mais j'ai été dans des petits shows de sous-sol d'église, de salles communautaires. C'est fascinant. J'ai vu Kevin Owens, je l'ai vu lutter dans des petites salles, je l'ai vu lutter dans des bars de pool, j'ai vu lutter au medley avant qu'il arrache le medley. C'est fou. C'est hâte pareil d'avoir vu les gars. C'était fascinant. Les deux, là, Kevin Owens, c'est quoi les ligues, en guillemets, les ligues mineures de lutte? Ben la NCW est là depuis longtemps, c'est une fédération à Montréal qui est là. Puis il y a comme au hockey, il y a des scouts là, qui essaient de repérer des talents. Ouais, mais ils vont pas nécessairement venir dans les petits shows à Montréal. Ces gars-là qui repèrent des talents, je pense, vont plus aller aux États-Unis. Donc tu sais, si t'es un lutteur québécois puis t'es bon ici, éventuellement, par contre, tu vas te faire inviter. Tu vas à San José te battre dans un gala. Exemple, tu sais, puis là, il y a des chances, mais c'est sûr que je pense pas que personne va venir ici dans Villeray pour voir. Non. Malheureusement, là, c'est plate, mais je crois pas que ça arrive. Donc, la NCW, c'en est une. Puis, il y avait, pendant plusieurs années, il y avait la IWS, moi, c'est là que je
voyais Kevin Owens puis Sami Zayn. Ça, eux, c'était pendant un certain temps, c'était devenu comme la plus grosse des petites fédérations à Montréal, puis c'était eux qui, deux fois par année, étaient capables de remplir le medley. Remplissaient quand même des salles, des pas pires salles. Ouais. Et puis, ça a arrêté pendant certaines années, pendant une couple d'années, puis là, depuis 1 an ou 2, ça reprend. Je veux aller les voir. Ils se font souvent ça au Unity, d'ailleurs. Leur gala. Puis ils ont une place aussi dans le West Island, donc ça donne jamais, tu sais, c'est une fois par mois. C'est comme le West Island, c'est comme le moins leur crowd possible. Où est-ce qu'on pourrait aller que notre public cible est le moins Beaconsfield? Mais ça, ces shows-là étaient absolument formidables. Ouais. Il y avait un concept de combat que j'adorais, qu'il faisait de temps en temps, ça s'appelait Fans Bring the Weapon. Donc, t'arrivais au show, t'amenais ce que tu voulais, là, tu le laissais à quelque part, puis là, pour le combat final, là, ben là, il amenait tout ça sur le ring, autour du ring, puis les gars se pétaient avec ça. Moi, j'avais amené une imprimante. Très drôle. C'était vraiment, c'est ça. C'était vraiment bien. Est-ce que t'as vu le film The Wrestler? J'avais beaucoup aimé le film The Wrestler. Oui. C'est inspiré de qui déjà? C'est pas mal basé sur Jake the Snake Roberts. Okay. Ah, c'est ça. La relation avec sa fille qui est difficile, les problèmes de consommation, le fait de jamais vouloir se retirer, c'était un peu tout ça là, qui est beaucoup qui était aussi une métaphore du retour de Mickey Rourke dans le showbiz aussi. En plus. Pour lui, là, ce côté personnellement. Une chose que j'avais entendu aussi, c'est que ce film-là était le pendant masculin du Black Swan. C'est une interprétation. Je pense que c'est le même réalisateur ou quelque chose comme ça. C'est très différent. Ouais. Il y en a un qui c'est une métaphore puis t'es pas sûr de ce qui se passe. Puis l'autre c'est vraiment c'est très c'est le premier degré là. Le Black Swan, tu peux voir ça comme une analogie. Le Wrestler, non. Le Wrestler, c'est... Ouais. Mais ça me fait penser beaucoup, le Wrestler, je veux pas... pour d'autres raisons, mais à Hulk Hogan. Qui a comme un... Mais lui ressemble, là, Mickey Rourke, physiquement, là, les cheveux blonds puis la teinture, mais tu sais, Hulk Hogan, qui dans les dernières années, lui, ça part de... Je pense que dans les médias, il a quasiment mis un média par terre. Ouais, à lui tout seul. Ouais, à cause de la vidéo, c'est ça? Ouais. On a appris par la suite que sa poursuite était, en le fond, sa poursuite était financée par un gars de Silicon Valley. Un compétiteur, peut-être? Non, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a un gars de Silicon Valley, un gars qui est dans les technologies. Ouais. Le gars de Gawker. Dis la vidéo, c'était quoi à base? La vidéo, c'est lui qui fait l'amour à une femme. Qui était pas comme la femme de son ami? Ouais, c'est la femme de son ami. Parce que son ami aime ça. C'est un de ses fantasmes. Il en parle souvent. Il aime ça que des hommes fassent l'amour à sa femme puis qu'ils se filment. Il aime ça voir sa femme faire l'amour. Puis à un moment donné, la vidéo a été leakée sur Internet. Ouais. Puis là, Hulk Hogan, il a fait une poursuite. Ouais. Puis là, vas-y, tu dis qu'il était financé. Là, il a été financé par un gars de Silicon Valley qui, lui, a été... Le site, c'est Gawker. Puis lui, il s'est fait sortir du placard par le site. Il a pas aimé ça. Il s'est vengé d'eux. Puis il a gagné, Hulk Hogan. Il a gagné. Et des centaines de millions, non? Ou quelque chose? Ou Ben, il a gagné, entre guillemets, mais lui, ce qu'il voulait, c'est avoir une amende, l'homme qui a financé, une amende tellement forte que le site ne peut plus fonctionner. C'est ça qui est arrivé. C'était vraiment une poursuite baillon. Puis ça a marché. Ouais. Pour l'instant, ouais. Parce que, tu sais, il y avait son émission, là, à MTV, Hogan Knows Best. Ouais. Puis c'était comme... À la fin, ce qui va mal, c'est qu'à la dernière saison, tu vois que sa femme et lui vont divorcer. Ouais, ça va mal pour vrai, genre. Ouais. Comme sa femme, elle l'a laissé. Puis sa femme était avec depuis comme vraiment longtemps. Puis elle l'a laissé, elle est partie avec un autre gars. Lui, j'avais vu un bout... Sa fille, sa carrière musicale lève pas, fait qu'il y a une sorte de dépression. Ouais. Mais j'avais vu un moment donné à Off the Record où il allait lire un bout de sa bio qui disait qu'il s'est mis un gun dans la bouche puis qu'il allait se suicider. Tu sais, c'était dark, là, ces années 2000. Ouais. Parce que bref, c'est lui qui était comme au top dans les années 80. Là, ouais, c'est ça. Ouais, 80, même 90. Ouais, début 90, il est resté longtemps. Il est resté longtemps au sommet. Là. Lui, il a rendu ça rockstar, la lutte. Ben, c'était ça a été le premier, ça a été un des premiers, poster les plus marquants, là, à sortir du monde de la lutte puis à aller dans le showbiz. Il y a la Jeleno, on connaissait. Ouais, puis tu sais, il y avait une couple de films. Ah ouais. Des grands films. C'était un des premiers, mais c'est sûr que The Rock est vraiment le cas par excellence du crossover. Ouais, exact. Comme tu peux faire de la lutte puis crossover dans t'en servais comme tremplin. Ouais, exactement. Moi, je pense qu'on va voir la lutte comme du théâtre d'été athlétique. Oui. Mais c'est vraiment ça que c'est. Non, exact. Les ficelles sont grosses, mais ça peut dire ça, puis ça reste que les gars sont extrêmement athlétiques. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme... Moi, je dis toujours, c'est pas un sport, mais les gars, c'est des athlètes.
C'est la nuance c'est bien mis. C'est bien mis parce que pour vrai, saute de 10 mètres par terre sur le ventre. Toi une fois par semaine. On fait un show ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça se rapproche du cirque, en tout cas, comme tu veux, mais c'est quand même extrêmement... Non, ça demande... J'ai joué au hockey une fois cette semaine, puis j'ai mal partout. C'est ça, ça demande des capacités athlétiques que comme un des mortels n'a pas. Plus d'entraînement, c'est du culturisme. Avant tout, c'est des gars-là, c'est des caricatures d'hommes. Ben, ça, c'est moins vrai, par exemple. Je pense qu'il y a quand même un resserrement qui a été fait pour... Non, mais tu dirais, dans le fond, que il faut qu'ils s'entraînent beaucoup, là, pour avoir des corps comme ça. Ouais, ben, c'est ça, mais non, justement, il en reste, là. Il y en a encore des montagnes de muscles, mais il y a quand même de la place maintenant pour des gars qui ont des shapes plus normales. Ben, Sami Zayn, c'est un bon cas, là. Tu sais, Sami Zayn, tu le regardes, il est pas impressionnant physiquement. Ça fait très... Mais je veux dire, il est divertissant, il est super agile, il est bon, il joue bien. Donc, tu sais, il va chercher autre chose. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ça pareil. C'est le meilleur gars pour manger une volée. Il est excellent pour manger une volée puis rassembler une foule derrière lui. Donc, c'est ça, tu sais. Fait que, puis il le fait, c'est ça. Il y a pas, je dis pas qu'il y a pas de shape, mais il y a la shape. C'est pas de rock, Non, mais c'est ça. Il y a la shape d'un gars, tu sais, prends un gars que tu connais qui mesure 6 pieds 1 puis tu sais, qui va au gym, qui court, qui s'entraîne, tu sais, mais qui pas 6 pieds 8, pas André le Giant. Tu sais, dans une file au restaurant pis Sami Zayn est devant toi, là, tu te dis pas, ah ouais, lui il est lutteur, c'est sûr. Il pop pas. À l'image de la nouvelle ligne nationale, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Ce que j'entendais hier dire que les Foreurs de Val-d'Or vont retirer le numéro de Simon Gamache. Puis Stéphane Leroux disait, lui, il est juste arrivé 15 ans trop tôt. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, il serait dans la Ligue nationale, mais il était à une époque où tu peux pas monter. Je voulais te dire que le hockey, t'as demandé, le hockey t'a amené beaucoup professionnellement. C'est ta job, t'écris, c'est ça que tu fais à temps plein. Je vois que t'es sur la route combien de games par année? Je dirais entre 15 ou une quinzaine. Ça va peut-être être un petit peu plus cette année. Non, ben c'est parce qu'on est 3. Fait qu'on a une rotation. J'allais te demander. Puis il y a 42, il y a juste 41 matchs. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est ça. Cette année, peut-être plus près d'une vingtaine. Par le passé, c'était 13, 14, 15. Ça, c'est pas au Centre Bell, je te parle. Ça, c'est vraiment sur la route, c'est ça, exact. Tandis qu'au Centre Bell, la rotation, notre tour vient plus souvent parce qu'au Centre Bell, on est 2 à la fois. Sur la route, on est 1, mais au Centre Bell, on est 2. Donc là, ça revient plus souvent. Fait que sur les 41 au Centre Bell, je suis peut-être là une trentaine de matchs. Parce que j'allais te demander, t'as-tu des enfants? Non. Parce que c'est ça, j'allais dire, est-ce que c'est un rythme de vie qui est possible, ça, être à la route de même? Oui, parce que tous les... Honnêtement, tu fais un podcast à 9h le matin, mercredi, là. Ouais, c'est ça. Non, mais ton enfant pourrait être à la garderie, tu sais. Mais genre, dans les journalistes de beat, là, écoute, je suis pas mal sûr que je suis le seul qui a pas d'enfant. OK. Non, ça, c'est pas un rythme de vie où t'es parti comme un arbitre dans la nationale. Non, ben, c'est ça. Ben, je veux dire, tu sais, je pense qu'on a tout. Premièrement, il y a personne qui fait le beat tout seul. Tout le monde, dans la plupart des médias, tu le sépares à 2, des fois même à 3. Ouais. Donc, tu sais, les employeurs comprennent aussi, là, parce que effectivement, c'est pas surtout si t'as des jeunes enfants, la personne qui reste à la maison, là, ta blonde ou ton chum qui reste à la maison avec les enfants, c'est très, très, très demandant. Ouais. Donc non, tu sais, je pense que les employeurs comprennent la réalité des pères et des mères de famille. L'autre chose à comprendre, c'est que c'est un horaire, oui, il y a de la route, puis c'est demandant, mais il y a aussi une certaine flexibilité dans l'horaire. Tu sais, c'est un horaire aussi qui est atypique, qui fait en sorte que, je sais pas, je te donne un exemple. Tu sais, nous, comme je te dis, on est 3. On est 1 à la fois sur la route, donc les 2 autres qui sont pas sur la route pendant ce temps-là, ben c'est des semaines où est-ce que des journées où est-ce que tu es chez vous, tu travailles de la maison. Tu sais, donc je sais pas, moi c'est la semaine prochaine, le Canadien est en Californie, c'est Richard Labbé qui fait ce voyage-là. Fait que moi, cette semaine-là, Richard a toujours les meilleures destinations. Toi, tu vas à Buffalo, lui il va à Las Vegas. C'est quoi? J'adore couvrir des matchs à Buffalo, puis la Californie, c'est correct là, mais c'est pour vrai? Moi, c'est pas mon... Il y en a qui aiment ça plus que moi. De toute façon, ça me plaît. De poulet que le soleil? Non, je suis même pas fan des ailes de poulet, en plus, c'est ça le peu. Mais non, ben, de toute façon, c'est parce que le soleil, on n'a pas le temps, de toute façon. C'est comme là, ce voyage en Californie. C'est pas juste écrire, je suis à la plage. Non, pis tu sais, il y a du déplacement de la logistique, le voyage en Californie, c'est 3 matchs en 4 jours. Tu sais, il faut que tu changes de ville. Tu fais 3 hôtels, tu fais 3 hôtels différents en 5 jours, t'as tes vols, c'est ça, c'est étanche. Anaheim, Los Angeles, c'est tout près, mais t'as du trafic et tout. Fait que, tu sais, il y a rien de près à Los Angeles. Il y a rien de près. Non, mais c'est ça. Fait que non, c'est, de toute façon, t'as pas de
vraiment le temps de profiter. Puis moi personnellement, j'aime mieux des villes où est-ce que tout est marchable. Donc tu sais, j'aime pas avoir à me casser la tête avec la logistique de transport. T'as-tu tout fait les villes? Genre, Ottawa, tu traites pas. Non, Ottawa, c'est pour ceux qui savent pas, Ottawa, je sais pas on appelle ça, je pense que Canadian Tire. L'amphithéâtre. Il a changé de nom, là. Super loin. Il est pas à Ottawa, il est à Kanata. Ouais, c'est ça, qui est à, tu sais, Kanata, Ottawa, pas de trafic, là. Mettons, si t'es chanceux puis c'est un dimanche matin, là, c'est 20 minutes, mais sinon, une bonne demi-heure, sinon c'est beaucoup plus long. Kat a un gag dans son show, Catherine Levac, parce qu'elle vient de l'Ontario, mais elle fait comme, elle dit le centre, il est pas à Ottawa, il est à Kanata. Ça, c'est une ville de douchebag à une demi-heure de là. Pour ceux qui se demandent, c'est comme si le Centre Bell était à Boisbriand. C'est ça qu'elle son gang, mais c'est vrai, c'est ça. Mais c'est vrai pareil, mais c'est ça, exact. Donc non, mais c'est ça. Donc toutes les villes où il y a moyen d'arriver à l'hôtel là, puis de faire ton travail à partir de là en étant à pied. C'est quoi ton top 3 des meilleures villes? C'est ça. New York. C'est pas pire que c'est une pas pire cité. J'adore ça. On en parle en bien. J'aime bien New York. Tu me dis que Columbus, c'était bien. Un moment donné, il était à Columbus. Je me suis mis à trasher. Tu étais à Columbus. Non, c'est le fun. Chantal Maccabé, elle m'a dit que j'ai demandé c'était quelle la ville la plus, mettons, c'est sous-estimé. Ouais. Puis elle était comme oui. La Nicolas Bastrom des villes. Non, c'est chouette, effectivement. C'est une autre place, c'est ça. L'Arena est au centre-ville. T'as un paquet d'hôtels à distance de marche. T'as des petits restos le fun. Moi, j'aime bien Columbus. Je suis un gars du Nord-Est beaucoup, là. Donc, moi, c'est sûr que Boston, Washington, Philadelphie, New York, c'est tous des endroits que j'aime. C'est laquelle, toi, qui t'a surpris le plus, que tu pensais peut-être pas aimer, mais que finalement... Qui m'a le plus surpris, que t'as découverte, c'est que t'avais jamais été, ou, ouais, c'est ça. Tu sais, Nashville, tu vas pas tu dois être content d'aller à Winnipeg. Winnipeg. Honnêtement, Buffalo, je persiste à dire, j'haïs pas ça. Mais c'est drôle parce que c'est la ville que tous les joueurs s'entendent pour dire qu'ils haïssent le plus puis que c'est la plus plate. Mais c'est sûr que maintenant que l'équipe qui ont, c'est vraiment... J'ai l'impression que toi puis un jeune de 22 ans, millionnaire, vous avez pas les mêmes... Non, mais c'est rare que les gens disent, moi, j'aime ça marcher dans la rue tranquille. Ouais, mais attends, penser à mes articles. L'affaire avec Buffalo, là, tous les joueurs qui ont joué, là, vont tous dire... Mais pas mes villes. Ben, c'est ça. Les joueurs qui jouent là, ils aiment ça. Choix, mais ouais. Parce que pour les joueurs, t'as des beaux quartiers. Je veux dire... pas de pression à Buffalo. À New York, t'as 2 défaites, puis on veut. Mais tu sais, il y a quand même une certaine... ça reste un bon marché de hockey. Il y a quand même une certaine attention à l'équipe, mais c'est pas dans les extrêmes qu'on peut avoir à Montréal ou à Toronto. La ville est quand même bien située. Tu sais, c'est assez central. C'est pas trop dur d'accès. Les gars de l'Ontario sont tous proches de la maison. Ouais. Non, il y a quand même des avantages. Puis je pense quand même une organisation. Là, c'est sûr que sur la glace, ça va mal, mais c'est une organisation qui, de façon générale, tu sais, je veux dire, fait bien les choses là, pour les joueurs. Tu sais. Donc, y a-tu des villes où tu veux vraiment pas aller? Sunrise puis Ottawa. C'est venu vite, ça! C'est les deux. Sunrise et Ottawa, vraiment deux pour des raisons vraiment différentes. Mais dans les deux... Sunrise, tu venais de dire que Buffalo, c'était bien organisé. Floride, ça a l'air d'être terrible. Sunrise, c'est ce qu'ils font, là. Pourquoi? Ouais, non, ben. Les directeurs général l'ont mis dehors. Ouais, mais ça même pas, c'est même pas lié avec ça. Ça aussi, Sunrise, ça revient aux mêmes questions qu'Ottawa. Je veux dire, l'Arena est située sur un bord d'autoroute à côté d'un gros site de je suis déjà allé. Le seul hôtel proche, là, j'ai dormi là une fois, puis il y a comme un double tree de l'autre bord des outlets, là, que tu peux te rendre à pied jusqu'à l'Arena. C'est 25 minutes, mais tu sais, il fait comme 48 degrés parce que t'es dans le sud de la Floride. C'est pas agréable. Y a-tu trop de Québécois à ton goût? Ah, non, ça, c'est correct aussi. Tu sais, sinon, l'année passée, j'avais fait en dormant à Fort Lauderdale, mais là, t'es à une demi-heure de route. Puis là, c'est une demi-heure, pas de trafic, là, c'est encore plus loin que Canada. Fait que, tu sais, je dis, là, oui, là, t'es à Fort Lauderdale, t'es sur le bord de la plage, mais encore là, je trouve que c'est overrated, Fort Lauderdale, là. Je veux dire, c'est une route, là. C'est une rue où il y a des restaurants, des bars, puis il y a une plage, mais je suis pas un grand gars de plage non plus, faut dire. Ouais. Fait que non, c'est vraiment, Puis Ottawa pour les raisons mentionnées. Ottawa, c'est ça, pour les raisons de logistique, de déplacement. C'est absolument. Comme les gens d'Ottawa, ils disent, notre ville est fun, mais pas fun. C'est parce que, tu sais, regarde, je vais t'expliquer notre journée, là, une journée de match, ça pour nous, là. Tu sais, l'équipe locale s'entraîne à 10h30, l'équipe visiteuse s'entraîne à 11h30. Fait qu'il faut qu'on soit là. Fait que là, tu sais. J'espère, c'est la seule raison pourquoi ils sont là. Ben, tu sais, tu te rends à l'Arena. Les gars faire des
Ouais, non, mais tu sais, après ça, on leur parle. Puis c'est là que tu vois les trios aussi. Il y a plein de choses à observer, tu sais. Fait que t'arrives à l'aréna à 9h30, 10h le matin, tu regardes les 2 entraînements, tu fais tes entrevues. Fait que là, tu ressors tu sais, tu finis tes affaires, là, si c'est efficace, tu finis vers 1h moins quart, 1h, on va dire, d'écrire tes affaires pour la journée. Là, tu sais, t'envoies un petit texte pour le site web avec, voici la formation aujourd'hui, tel joueur joue pas. T'as envoyé ça, il y a 1h moins quart, 1h. Ouais. Là, le match est à 7h. Fait que là, t'as 6 heures devant toi avant le match. Party. Non, OK. Fait que là, non, mais tu sais, t'as 6 heures devant toi avant le match. Là, si tu retournes à ton hôtel en ville, ben là, t'es à 1 demi-heure, pas de trafic. Là, tu stationnes, tu t'installes, tout. Tu manges à 2 heures, on va dire. Puis là, il faut déjà que tu penses à t'en retourner à l'aréna. Parce que là, si tu repars du centre-ville à 5 heures, tu vas t'en retourner dans le trafic. Tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Fait que là, tu dis, on va passer à 3h30, 4. Fait que là, tu sais, tu retournes à ton hôtel, t'arrives tu lunches à 2 heures, tu repars à 3h30 vers la ville. Puis sinon, ben, tu restes là, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu es au fauteuil à quelque part dans la ville, mais pas trop loin, peut-être. Fait que non, c'est un cauchemar logistique. Tandis qu'à Buffalo, ben, tu sors de l'aréna, puis là, ben, il y a 2 hôtels comme à 3 minutes de l'aréna. Fait que là, tu vas là, puis il y a une couple de restos, puis là, tu manges. Ou à New York, t'as même pas besoin d'avoir de voiture. C'est ça. Ben, c'est ça. New York aussi, c'est ça. Le métro, New York, même autour du Madison Square Garden, il y a un paquet d'hôtels à des prix bien corrects. T'as-tu des spots dans les villes, des affaires, t'es comme des restos, des endroits, t'es comme faut toujours que j'aille là si je veux? Ben, j'avoue, j'aime varier, tu sais, j'aime découvrir des places, donc j'essaie de pas toujours aller aux mêmes places. C'est sûr que des fois, pour des raisons pratiques, oui, je vais me ramasser à mes places, ou sinon carrément parce qu'il y a des places que, c'est sûr qu'à New York, à force d'aller, j'ai mes places que j'aime aussi. C'est quoi tout le monde va à New York, c'est quoi tes places là? Moi, la place que j'aime beaucoup, c'est un bar qui s'appelle le Terra Blues, qui a du blues live à tous les soirs. Nice. Parce que j'adore le blues, puis je trouve qu'à Montréal, on n'est pas très bien servi. Bistro à Jojo, c'est pas assez pour toi. Ben, écoute, mais c'est difficile à Montréal, la musique live. À part les concerts dans les amphithéâtres, il y a très peu de bars où il y a de la musique live tranquille. Ouais, c'est plus rare. Je suis pas assez la scène musicale pour ça. Mais cette place-là, je vais comme chercher mon fixe là, de blues en direct à cet endroit-là. T'as-tu des spots de bouffe à New York desquels on devrait être informé? Ouais, donc il y a une place. Burger King. Non, il y a sur Times Square. Non, il y a une place, c'est le restaurant qui appartient en partie à Henrik Lundqvist, ça s'appelle Tiny's dans Tribeca, que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas donné, mais bon. C'est sûr qu'il est actionnaire d'un restaurant dans Tribeca. Exact. C'est quel genre de nourriture? C'est un petit resto américain, bouffe moderne. C'est pas des boulettes suédoises? Non, pas du tout. Non, il y a rien de suédois. Il y a rien de suédois là-dedans. J'aime bien cette place-là. Il y a une place qui s'appelle Hudson Clearwater, que j'aime bien aussi, qui est un tout petit resto de coin de rue, mais vraiment qui est bien aussi. Ce qui est nice, c'est que tu peux en essayer des nouveaux à chaque fois. Ben c'est ça, exact. Mais tu sais, ça, c'est 2 places, je te dirais, où j'ai tendance à retourner quand même de temps en temps. Mais ouais, tout en quand même Est-ce que vous voyagez sur le même avion que les Canadiens? Non. Il y a seulement les membres des équipes de diffusion. Okay. Donc Pierre-Wood, Marc Denis, Maguire, Dubé. Est-ce que des fois t'es devenu ami avec des joueurs ou des trucs ou non, ami non. Ça reste professionnel. Exact. C'est pas. C'est volontaire ou des 2 bords vous. Un peu des deux. Je veux dire, c'est sûr que nous, de toute façon, tu sais, oui, faut développer des relations avec les joueurs, mais faut pas non plus, tu sais, mais. C'est ça. Garder une certaine distance. Ouais, mais c'est ça. Tu vas pas à la bière avec. Non. Tu vas pas à la bière. Tu peux aller, je sais pas, moi, luncher avec un joueur pour en profiter pour l'interviewer. Ça m'est à peu près jamais arrivé, mais mettons, ça arrive, mais tu sais, aller prendre une bière, puis, mais pas une, mais tu sais, je vais sortir, tu fais pas ça, là, il y a une limite quand même, il y a une ligne quand même qui est, mais moi, personnellement, rien vraiment à l'extérieur du travail avec les joueurs. Je maintiens des relations très professionnelles. Je pense que j'ai des relations correctes avec les joueurs. Ça se peut qu'il y en a qui m'aiment pas en fait, je suis convaincu qu'il y en a qui m'aiment pas la face parce que tu peux pas plaire à tout le monde puis parce que. Il y a des gens qui doivent être mal à l'aise de ça. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y a des gars qui ont pas aimé mes questions. Ben non, c'est déjà pas journaliste. Fait que c'est correct, ça fait partie de la game, mais de façon générale, je te dirais que la relation
que les joueurs, même ou pas, la relation m'apparaît quand même comme étant respectueuse. Je veux dire, je pose des questions, ils répondent. Une fois dans un podcast, j'ai entendu c'était une journaliste sportive, une fois couvrir les Giants de New York, puis il y avait un scandale avec les Giants, puis elle s'est fait lancer un séchoir à cheveux par Lawrence Taylor. Wow! Ouais, elle a lancé un séchoir. Wow! Parce qu'il est encore là contre elle. Ça t'est pas arrivé, ça? Non, jamais. Il y a jamais un gars sur le crack qui a lancé... Parce qu'il était réputé pour prendre beaucoup de drogue. Okay. Ce qui fait qu'il prend des décisions comme ça. C'est quoi ta Parce qu'il était contre que les femmes... Lui, il y avait un scandale, il était contre que les femmes soient dans le vestiaire. OK. Fait que tous les journalistes... ça rappelle Don Cherry un peu, mais ouais. Ouais. Puis lui, il avait fait une espèce de... Les journalistes avaient fait, ils sont tenus en bloc, puis ils ont fait, non, on va résister. Puis Lawrence Taylor avait pas aimé ça, puis il avait lancé. Wow! Un séchoir à cheveux. Tabarouette. Elle dit, j'ai jamais eu peur dans ma vie de mère. C'est bon. Elle dit, sorti vite, ouais. Ça aurait dû le puncher. C'est quoi ta meilleure anecdote de journaliste sur le beat? Je te dirais... Oh, OK. Non, mais c'est pas... C'est un podcast, c'est toute seconde, c'est ça qu'il fait. Tout. Non, c'est que... Une fois que j'ai rentré en blé... Non, c'était une blague bien banale qui finalement a pris des proportions, c'était très drôle. Le Canadien jouait à Columbus, donc j'arrive la veille du match. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, oui, ma valise avait pas suivi. Donc, là, j'arrive à l'aéroport, ma valise n'est pas là. Fait que là, je fais, regarde, je vais aller quand même en ville. Puis... pas avoir son stock à Columbus, ça, c'est le rêve. Non, mais j'arrivais tôt le matin et il y avait d'autres collègues qui prenaient des vols plus tard que moi dans la journée. Donc, moi, j'appelle Luc Gilner, RDS, puis je dis, tu peux-tu ramasser ma valise, s'il te plaît? As-tu répondu en disant, Guillaume! Non, je vais juste dire ça. Fait que, il dit, ouais, c'est bon, il dit, je vais t'amener ta valise, tout. Fait que tout est beau. Mais là, cette journée-là, Columbus joue le soir. Donc, dans le fond, Columbus jouait 2 matchs en 2 soirs à maison, tu sais. Donc, moi, je vais, puis tous les collègues, on va tous voir le match de la veille parce que c'est là qu'on va faire nos entrevues en vue du lendemain, tu sais. Fait que, bref, à l'heure que Luc est arrivé, moi, j'étais déjà à l'aréna. Donc, ma valise, dans le fond, Luc, il l'a amenée dans sa chambre d'hôtel à lui. Puis le plan était que j'allais la récupérer après la game. Donc, ça reste comme ça. Après la game, on va prendre une coupe de bière. Puis là, moi, je pars le premier. Fait que là, Luc, il dit, regarde, il prend ma clé, va rentrer dans ma chambre, ramasse sa valise, puis ça va être correct de même. Puis lui, il avait son autre clé. Fait que c'est comme ça. Ce que les gars doivent apprendre, c'est qu'il faut jamais me laisser tout seul dans la chambre de quelqu'un d'autre, parce que quelque chose, c'est sûr. Donc, Luc, il rentre dans sa chambre, toi, tout nu dans un lit. Mais, non, fait que là, ce que j'ai fait, mais c'était bien... Il y a un jeu de ESPN qui fait suspense pour ça. Rand Russello, il était en vacances, il s'est saoulé puis il s'est ramassé dans la chambre d'une fille, dans sa mauvaise chambre, elle a appelé la police, il s'est fait arrêter. Pour intrusion, puis il a été suspendu une semaine. J'ai un ami qui m'avait déjà dit qu'adolescent, il avait pris une brosse, il était revenu chez eux, ses parents étaient pas là, il était comme allé se coucher dans le lit de ses parents tout nu. Wow. Ça commence mal, mais je pense que si je peux checker la télé, dans la chambre de ses parents, il s'est endormi dans le lit, il s'est réveillé dans son lit. Puis il dit, on en a jamais parlé. Tu sais, genre, c'est comme, non, mais tu sais, tes parents t'ont trouvé nu, puis ils t'ont transporté nu dans ton lit. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. On en a jamais parlé. Donc, tu disais. Fait que c'est ça. Fait que j'arrive. Faut jamais te laisser seul. Ouais, fait que j'arrive tout seul dans la chambre à Luc pour ramasser ma valise. Fait que là, je réfléchis à ce que je peux faire. Là, je me dis tout simplement, je vais tout mettre ce que je peux en dessous de ses couvertes. Fait que là, tout ce que je trouvais dans la chambre, les bouteilles de shampoing, la télécommande, le séchoir, n'importe quoi, je mettais tout, mais je mettais vraiment en dessous des couvertes. Donc, puis j'ai replacé le lit comme faut. Donc, quand Luc est arrivé, lui, son lit était bien beau, bien correct, ça attendait pas à rien. J'avais même mis le carton du menu, tout ce que je pouvais trouver, là, que je pouvais mettre. Fait que c'est de même. Luc, il rentre, il est un peu fatigué, puis bon, il a une coupe de bière, fait qu'il est peut-être un peu mélangé, fait qu'il il se couche, finalement, il ferme les lumières, tout, se couche. Puis là, il rentre dans le lit, puis il sent tout ça en dessous, puis là, ça. Mais là, sa réaction, au lieu de penser que c'est moi, il appelle en bas au front desk, puis il dit, là, c'est absolument inacceptable. Le staff de l'hôtel a pas fait son travail, ils ont mis toutes sortes d'affaires. Il s'est plaint. Puis là, je pense qu'il a même obtenu des points, parce que je sais pas. Là, moi, j'ai une escorte qui attend. Non, c'est vrai. Ben là, fait que là, ça, c'était comme à 3h du matin, puis là, le lendemain matin, il se réveille, puis là, il fait une coupe d'affaires, puis là, il revient à ses sens, puis il dit, Colin. Fait qu'il revient en bas pour s'excuser puis s'assurer que personne perde sa job à cause de ça.
Je dois juste m'excuser par rapport hier soir. C'est tellement drôle. Donc, c'est ça. C'est pas mal le meilleur mauvais coup, je pense, que j'ai fait. Oh, wow, c'est réussi. Oui, mais c'était même pas ça. En tout cas, je pensais jamais que ça allait devenir ça. Est-ce que c'est un appel Est-ce qu'il s'est revengé? Non, toujours pas. J'attends impatiemment avec crainte ce moment-là. Elle sera froide et violente. Parce que des fois, comment tu gères les fans? Parce que t'as un métier particulier, t'as un métier où il y a des gens qui croient connaître ça, puis il y a des gens qui le Canadien, ça les touche vraiment. As-tu des fois des emails ou des tweets de gens qui aiment t'expliquer que t'as tort ou que t'es non tous les jours. Genre sur Facebook, t'es rien, tu connais. Non, pas sur Facebook, par exemple. Mon Facebook demeure personnel et pas. Est-ce que tu réponds, Jean? Il me répondait à moi, sinon il serait pas ici. Ça a commencé comme ça, je l'ai insulté. En fait, toi, il te répondait, mais il était à 2 tweets de la GRC. Ça juste la limite. Non, la plupart du temps, je réponds. Je te dirais, quand... Mon critère, dans le fond, c'est si la personne prend la peine de m'écrire quelque chose qui se tient, je vais répondre. Ouais. Donc, tu sais, si tu m'envoies juste Canadien pourri, je te réponds. Si tu m'envoies juste Canadien pourri, je répondrai pas. Si tu m'envoies juste Bergevin dehors, je répondrai pas. Puis si Bergevin dehors! Non, mais tu sais, dans le sens, faut... il y a un verbe. Non, mais tu sais, faut qu'il y ait une pensée, quelque chose. Faut qu'il y ait un verbe. À tous ceux qui veulent écrire à Guillaume, mettez des verbes. Non, mais donc, tu sais, c'est le minimum que j'en... Tu sais, du reste, je veux dire, regarde, si le gars, il fait une faute aux 2 mots, mais qui essaie quand même, je vais répondre. Bien sûr. Regarde, c'est pas... pas juste français du monde. Non, regarde, ça, c'est aucun problème avec ça. Donc c'est ça. Non, tu sais, fait que l'email soit positif ou négatif, c'est plus souvent du négatif parce que c'est comme dans n'importe quoi, les gens satisfaits n'écrivent pas, puis les gens insatisfaits se manifestent beaucoup plus. Donc oui, en fait, c'est 2 choses que je reçois beaucoup. C'est soit des gens qui sont en désaccord ou des gens qui se défoulent contre le Canadien via nous. On est comme... t'es la soupape on est comme une soupape, exactement. Puis le pire, c'est qu'il y a certains moments... Des fois, je fais ça. Des fois, je t'écris, vous dites Weber marche pas, puis tu fais, je sais pas ce que je fais. Non, mais... Où je t'écris, genre, il devrait quelque chose au centre, puis tu fais, OK. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Vous avez le mauvais numéro. Les gens, un peu, passent une certaine partie de cette frustration-là sur nous. Puis, il y a certains moments... en particulier là, c'est sûr que en ce moment il y a beaucoup de frustration et de grogne parce que là ça plafonne, mais même si au moment d'enregistrer ceci, le Canadien a une victoire 3 défaites. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, si on recule, la bière coûte toujours cher. Si on recule il y a 2-3 ans quand le Canadien allait mieux puis semblait être une équipe en progression, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient quand même pour chialer contre telle affaire, puis pourquoi qu'un tel joue pas, puis ça. Tu sais, des fois le Canadien carrément était dans une séquence de 8 victoires, puis là les gens m'écrivaient, mais là, pourquoi vous demandez pas à Bergevin, à Terrien, pourquoi qu'il fait pas jouer Galchenyuk, ça a 1, puis puis je répondais aux gens, regardez monsieur, quand l'équipe a 8 victoires de suite comme ça, non mais faut choisir nos combats aussi. Si on challenge l'entraîneur pendant une victoire pendant une séquence de 8 victoires en disant qu'il utilise mal ses joueurs, après ça, s'il y a 5 défaites, c'est quoi? On va monter sur le stage puis on va lui donner des coups de poing dans le ventre. Encore une fois, ça donnerait un bon show, mais... Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, faut choisir ses combats. Il y a toujours des gens pas contents de certaines choses, mais là, en ce moment, c'est sûr que de ce temps-ci, on challenge beaucoup plus parce que l'équipe de toute façon n'a pas les résultats pour aussi, justifier. Ils ont un directeur général baveux qui dit des choses comme on a la meilleure défense, meilleure défense que la passe. Il y a une espèce d'attitude très hautaine, très c'est ça. C'est dit des choses comme ça, puis que les résultats sont là, même si tu le crois pas, si les résultats sont là, c'est les résultats qui font foi de tout, là, donc pas grand chose. Mais c'est sûr que la prochaine fois qu'on va, c'est sûr que si le Canadien a une saison moyenne et puis que clairement l'unité défensive produit pas de résultats, ben c'est sûr qu'il va être challengé là-dessus, beaucoup plus que c'est ça que tu sais qu'à l'inverse que si l'équipe est en première place puis que ça va bien. C'est utile un point de presse chaque match. J'ai jamais compris. Non mais est-ce que c'est des fois ton article est écrit puis tu fais faut que je regarde le coach dire des choses. J'écris jamais en avance mon article, ça jamais parce que justement je me laisse
cette liberté-là, puis je veux pas, comment je pourrais dire ça, tu sais, s'il y a une histoire plus grosse dans le point de presse que mon idée est déjà fait, je veux pas que ça influence, puis que ça fasse en sorte que je passe à côté de l'histoire, simplement parce que mon article est déjà écrit. Ouais. Donc, j'ai mon idée, des fois, je vais même m'écrire des liners, des s'il y a Pat Burns qui dit s'il dit Shane Corson qui mange la merde, faut que tu le manges. Ben, c'est ça, exact, c'est ça, ça vient ça dans l'histoire. Fait que, tu sais, oui, j'ai quand le match finit, j'ai des idées en tête, j'ai un angle, je vais m'écrire un bout de paragraphe, des choses comme ça, mais, ouais, je fais ma cueillette. Puis là, après ça, je me dis, bon, c'est-tu encore ça l'histoire ou l'histoire est ailleurs? T'sais? Parce que les points de presse puis les entrevues avec les joueurs entre les périodes, j'ai en 28 ans, j'ai jamais rien appris. Ben, les entrevues entre les périodes, c'est vrai, ça, c'est des demandes de diffuseurs, puis le joueur a pas le goût d'être là. Le seul qui est le fun, c'est au basketball, il s'appelle Craig Popovich. Puis lui, les entrevues comme ça, il niaise. Ah ouais, il niaise. Okay. Il dit des choses comme c'est pas une bonne question. Ah. Ou une fois, il y a un gars qui a posé une longue question, puis il a juste répondu We need to score more, puis juste parti. Mais il y a une fois, moi, dans les dernières années, je sais qu'il y a une fois dans une entrevue d'entraque qui a sorti, il y a quelque chose qui en est ressorti, puis c'était à Sportsnet, Brendan Gallagher avait eu une pénalité, puis les arbitres lui avaient dit quelque chose comme, tu sais, je me rappelle pas, là, mais ça tournait autour de, t'as eu la punition parce que c'est-à-dire l'autre joueur a pas été puni parce que c'était contre toi, puis tu sais, t'as une réputation, là, voilà. Quelque chose comme ça. Bref, lui, dans son entrevue d'entraque, a révélé que les arbitres, finalement, le ciblait. C'est la seule fois. Là, Kevin Biekson en passé, une journaliste, quand il faisait ça, un défenseur qui était, il est rendu avec les Ducks, puis elle avait dit, il disait, thanks for taking the time. Puis il disait, I didn't have a choice, but bye. Tu sais, comme, genre, j'ai pas un choix. J'ai pas le choix. Ouais, ça. What's my choice? Okay, bye. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il a dit. Quelque chose genre, c'est pas un choix, je suis obligé de faire ça, bye. Mais, un peu. Je sais au basketball, il est décédé malheureusement d'un cancer. Puis lui, son style, il s'est dit, moi, on s'en fout de ce que je vais dire, je fais des entrevues. Fait qu'il y avait des sous. Oui, Greg Sager, c'est ça? Ouais, je l'ai vu, c'est. Lui, Craig Popovich, souvent, il niaisait, des fois, l'entrevue, tu juste rire de son sou. Il riait de son sou pendant 30 secondes, puis il partait. J'ai pas le temps de faire une question, mais j'ai fait l'exprès. Ça a plus de valeur nutritive qu'une entrevue de. Oui, parce que c'est écrit un personnage, parce qu'il dit, il y a rien que je dis qui a du bon sens. Au moins, c'est du divertissement, puis au moins, t'es, au lieu d'une cassette, là, tu sais. Ouais, exact. En arrivant vers la fin, toi, t'es sur Twitter, tu fais souvent des questions quiz. Oui, des quiz, exact. Questions quiz. J'ai jamais gagné. Mais bon, c'est vrai, fait que, t'as l'air t'as un côté statisticien, un côté factuel. J'ai préparé des questions quiz à savoir. J'y vais avec ma première question, qui est la suivante. À quelle équipe Mark Messier, et non pas le comédien Marc Messier, à quelle équipe Marc Messier a-t-il appartenu? Le National. Et pour la, André Chris, j'ai pas le temps de faire. C'était les Boys 2, désolé. Non, c'était l'équipe dans les Boys 9. À quelle équipe Marc Messier a-t-il appartenu, mais pour laquelle il n'a jamais joué? Marc Messier a été échangé à une équipe pour laquelle il n'a jamais joué. Ses droits avaient été échangés. Exact. Et il a jamais joué pour lui, il est tombé agent libre et il a re-signé avec les Rangers. À ce moment-là. Je vais essayer les Canucks de Vancouver. Il a joué pour les Canucks de Vancouver. Il a joué pour, OK. Il a joué pour les Canucks. Ouais. Il a joué pour les Canucks. Je fais juste apprendre, là. Comme moi, j'ai appris qu'il y avait un joueur qui s'appelait Marc Messier. Qui est 3e scoreur de l'histoire. Après Gretzky et Jagger, je pense. C'est pas ça? Ou Gordie Howe? Gordie Howe est 2e, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Mais il est dans les top, Messier. Oh, oui. Ah, c'en est... Maintenant, tu sais comment Thomas il se sent quand il lit tes tweets. Ça fait pas bien. Un petit peu, là. C'est pas Vancouver. C'est dans l'Ouest. On a un indice, c'est dans l'Ouest. Ouais, c'est dans l'Ouest. Ils ont pas même fuseau horaire. Non. Est-ce que c'est encore une équipe qui est dans la ligue? Oui. OK. Oh oui, ce n'est pas les Flames d'Atlanta. C'est une équipe qui a de la même monnaie que nous? Ou... Non. Okay. Non, c'était clairement pas les 3 équipes canadiennes de l'Ouest. Là. Oh là là. C'est les Sharks. C'est les Sharks. Les Sharks. J'ai complètement oublié cette épisode. Il était chargé aux Sharks, puis il a jamais joué pour les Sharks, puis il a re-signé avec les Rangers. Les Sharks auraient dû... Ben, je pense qu'il voulait peut-être juste pas signer là. Il voulait peut-être pas signer là pour la même raison que des fois les joueurs de leurs droits sont échangés, mais. Ouais, c'est pas des esclaves, hein. Ils veulent pas jouer quelque part. Et j'en ai une autre pour toi aussi. Celle-là est plus dans les chiffres, dans les points. C'est peut-être plus ta catégorie, toi t'es plus dans les points, dans les chiffres. Qu'ont en commun Paul Kariya et Ilya Kovalchuk, qui tous les deux ne jouent pas présentement à la nationale. Au moment de se parler, Kovalchuk joue en Russie, puis Paul Kariya a une retraite forcée. Moyenne d'1 point par match. Exactement. Les deux ont exactement 1 point par match. Paul Kariya a 989. 89? En 989.
Et Ilya Kovalchuk, comme je dis, à date d'aujourd'hui, donc avant un retour possible dans la Ligue nationale, a 816 points en 816 matchs. Donc les gars ont une... Et en plus, Carrier, c'est vraiment du hasard parce qu'il y a eu une commotion. Puis ils ont dit, tu peux plus rejouer finalement, mais comme, c'est pas lui qui a décidé. Non, c'est ça, exact. Est-ce que c'était un grand joueur à son époque, Paul Carrier? Paul Carrier, c'était très grand joueur. Il était intronisé au Temple de la Renommée cette année avec son chum de gars, Timu. C'est l'année. Puis il y a un reportage qui est sorti, peut-être tu l'as vu sur TSN, intitulé Surfacing, revenir à la surface parce que bon, il fait du surf, puis il est comme revenu à la surface parce que lui, il est zéro dans les médias, puis il était... Ouais, des fois, les jeux sont fins, les journalistes sportifs, puis la métaphore, faut qu'ils se calment. Ouais, tu sais, mais celui-là, il est bon. C'est parce qu'ils sont allés le filmer chez eux en Californie, il fait du surf, mais parce que lui, il est zéro dans les médias, comme il était un peu amer de sa fin de carrière, puis il a disparu pendant des années, carrément. Puis là, ils sont allés voir, puis ceux qui sont fans ou ceux qui l'ont pas encore vu, taper Google Surfacing Paul Carrier. C'est Michael Farber de TSN, qui était au Centre Bell hier et que j'ai félicité en personne hier étant le match d'ouverture du Canadien. Pour moi, le convaincre. Je l'ai croisé puis j'ai félicité. J'ai dit c'était vraiment. Je consulte très très peu de reportages vidéo sur Internet parce que la publicité mérite au plus haut point. Et celui-là, je savais qu'il était long, mais c'est pas grave. Puis ça mais il y a un peu, c'est qu'il n'y a même pas tant long. Moi, je me suis dit, j'ai l'enfant que j'ai fait écrire, on a pris un documentaire. Ouais, non, ça, mais c'est un 12 minutes, je pense. Ouais, peut-être, c'est ça. Mais c'est tellement fascinant. On apprend que la fois où il s'est fait frapper par Scott Stevens, il se rappelle aucun souvenir du match. Il se souvient pas d'avant, il a marqué un but après, puis il s'en souvient. Il a marqué le but gagnant. Puis il se souvient pas de la game d'après, puis 3 jours après. En tout cas, bref. Et ça fait pas si longtemps, je m'en souviens, tu sais, comme de 2003. Ouais, je m'en souviens là, les games, tu sais, genre... Ça a mal vieilli les mises en échec de Scott Stevens. Ouais. Tu regardes ça, puis on dirait vraiment des assauts. Ouais, c'est ça. Ben, Ty Domi a dit c'est le joueur le plus salaud qui a jamais existé. C'est parce qu'il frappait que des petits joueurs à la tête. Avec son coude, en plus. Ouais, tu sais. Mais ces mises en échec-là devaient toutes se ramasser sur le tape de Don Cherry. Ben oui, c'est ça, tu sais. À l'époque, on pensait même pas que c'était illégal. On était juste comme c'était un gros hit. C'était juste, puis ça, c'était il y a pas longtemps, tu sais. Je me rappelle, il y a une année où on le savait qu'une fois par série, il allait sortir le meilleur joueur. Ouais. Dans la même, je me souviens encore dans les mêmes séries éliminatoires, il a frappé Rob Brennamour, Carrier. Je me souviens encore de la fois où il a tué Eric Lindros, là. Je me suis regardé la game quand, je me souviens, je pense, dans le sous-sol ici en bas, puis juste, bon. On m'a expliqué aussi que des fois, avec ses coéquipiers, il y avait des espèces de trappes, là. C'est peut-être moi qui t'ai dit ça. Il jouait avec Scott Niedermayer. Ouais. Scott Niedermayer jouait en tout cas, je pense à droite pour le truc, mais en tout cas, il trichait vers la bande, donc le joueur peut vraiment pas le déborder ou aller par là, fait que le joueur coupait au centre, puis Scott Stevens s'en de l'autre bord comme un train. Pour une stratégie pour frapper. Ouais, c'est ça, c'est comme pour tuer les. Ouais. Mais bref, ceux qui l'ont pas regardé, allez regarder Paul Carrier Surfacing sur comment il se porte aujourd'hui, puis en fait son espèce de retour éventuel, j'espère, dans l'univers du hockey. Mais c'est ça, il est intéressant, il est intéressant. Ouais, il est très intéressant, très articulé. Ça, comme il dit, il avait été accepté à Harvard. Hein, ouais, c'est ça. Il parle de toutes les capacités que son cerveau a perdu à cause des commotions. Mais Michael, le journaliste, justement, tu disais, ça a été dur de l'avoir. C'est un ami personnel à Paul Carrier. Ça faisait des années qu'il disait, hey, non, j'en ai chez vous. Ouais, non. Mm-hmm. Puis, puisqu'il se voit, il soupait des fois. Puis le moment donné, il a dit, j'amène une caméra. Puis il dit, non. Puis là, cette année, il a dit, hey man, je viens, mais j'amène une caméra. Puis il a dit, ok, ouais. Puis finalement, après, parce que ça fait quand même déjà 6-7 ans qu'il a pris sa retraite. Puis ça a pris, je pense, 2 ans après sa retraite, sa dernière game, je pense, avant de se sentir bien. Il a plus jamais remis un stock de hockey. Il n'a jamais remis de stock de hockey depuis qu'il a pris sa retraite. Il fait du surf, il fait du yoga, puis il chill en Californie. Fait que, mais oui, c'était comme, à son époque, Paul Carrier, c'était c'est sûr que son numéro va être retiré par les Mighty Ducks, là, tôt ou tard, mais il voulait comme rien avoir à faire avec rien, là. Fait qu'il, c'est le premier joueur repêché par les Mighty Ducks. C'était comme un des meilleurs joueurs des années 90, mais justement à une époque où les petits joueurs puis les commotions, c'était comme... Mais lui, dans les années 2000, il a été extraordinaire. Lui, en santé, tu sais, comme sa carrière a été ruinée par les blessures, puis il a quand même eu 989 points. Tu sais. Ouais, c'est ça. Il aurait été sensationnel. Il n'a même pas joué 1000 games, mais tu sais, comme il était là depuis 93, là, tu sais, puis il a joué pas si vieux, puis il s'est fait arrêter. Fait que, il était vraiment dominant, puis c'est lui qui a marqué le fameux but aux Olympiques. Pierre Follier avait déjà écrit un article que je trouve super intéressant. La fois où Crosby a eu quelques blessures à la tête, qui ont duré super longtemps, la fois il est revenu au jeu, je sais pas si vous en souvenez, mais son premier match, à sa première présence, il a fait un but. Ouais. Puis je pense à chaque période, il y avait un but, puis il allait super vite. Puis Follier avait dit, vous voyez, ça, c'est ça, la raison pourquoi il était aussi bon, là,
c'est parce qu'ils savaient que personne allait frapper ce game-là. Parce que c'est la première fois peut-être qu'ils jouent dans la Ligue nationale avec un sentiment de sécurité. Si on enlevait les coups à la tête, ça c'est le hockey qu'on pourrait voir à chaque jour. Mais vu qu'il y a un espèce de climat de violence, on voit pas le spectacle auquel les gars sont capables de... avec leur talent. Mais je pense que la Ligue a quand même réussi son virage de ce côté-là. Parce que... Mais moi, je vois plus de coups à la tête. Mais non, je pense dans la Ligue nationale, là, des gros coups à la tête, pas propres, là, t'en vois plus. Non, même en série, tu dis en série, les gars. Non, même plus. Mais non, c'est plus acceptable. Même souvent, plus Drouin, le premier match, c'était à la poitrine. C'est pour l'épaule. Bref, mais ça s'en va vers ça, je pense. Non, il va toujours avoir des commotions, c'est sûr, parce que ça reste un sport rapide, entouré d'objets durs, là, tu sais, mais... C'est pas comme au football où, clairement, il vise la tête. Au football, c'est factuel qu'à chaque game, c'est des mini-commotions. Mais j'ai pas juste les joueurs de ligne. Il n'y a pas juste des mini-commotions. Mais non, pas juste des mini, mais c'est au minimum. C'est ça, exact. Tes joueurs de ligne offensive ou défensive, j'ai juste les casques avec les gars de l'autre bord. Ça, c'est ce qu'ils vont faire, là, c'est officiel. Les running backs qui rentrent dans le tas. C'est un sport comme juste tomber. On l'oublie, mais juste tomber sur la tête, c'est pas bon, là. Mais j'ai très hâte de voir aussi Ken Dryden, qui est à la fois un ancien joueur et un peu un intellectuel. Ouais. Il sort un livre cette année sur le futur du hockey. Ah ouais? J'ai très hâte de voir son... Lui, il y avait une hypothèse pourquoi il y avait plus de blessures. Il disait, c'est juste que lui, c'est niaiseux, c'est la longueur des shifts. Il dit, regarde, mettons Maurice Richard, les shifts duraient 4 à 5 minutes. Le gars était plus fatigué. Ouais. Parce que maintenant, c'est un 45 secondes au maximum. C'est sûr que l'impact... Tu joues... Et tu vas plus vite. T'es aussi niaiseux que tu vas plus vite. Fait que mais Danny Dubé, pendant plusieurs années, soumettait l'idée, disait, mais tu sais, évidemment, c'est une idée qui n'allait jamais être acceptée par l'association des joueurs, mais son raisonnement était tellement bon, de réduire les formations. Tu sais, t'as le droit d'habiller 18 patineurs pour un match, là, si t'en habilles 16 à la place. Premièrement, c'est ça. Premièrement, t'élimines les joueurs plus marginaux. Puis à l'époque où il en parlait, ces joueurs-là étaient souvent les joueurs qu'on disait d'énergie, là, qui étaient là pour en sortir un. Tu sais. Et puis par ailleurs, c'est ça, en ayant moins de joueurs, c'est sûr. Si t'as 5 défenseurs au lieu de 6 puis 10 ou 11 attaquants, tu vas soit avoir des chiffres plus longs ou sinon ton tour va revenir plus vite. Puis bref, tu vas jouer moins la pédale dans le plancher, puis tu sais, fait en tout cas, c'était une solution qui était quand même intéressante aussi. Je suis sûr que le syndicat des joueurs est vraiment enchanté à l'idée de perdre 2 jobs par équipe. Ouais, c'est ça, mais surtout que certains diraient aussi, mais c'est parce que les gars vont être fatigués en maudit en troisième, là, si tu joues à 2 lignes. C'est ça, tu changes ton jeu. Fait que c'est ça, fait que t'adaptes ton jeu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est de cette façon-là, tu réduis un peu la vitesse du jeu et donc le dopage de rondelles qui essaie de dépasser. C'est tellement bizarre de voir Toronto rentrer avec la rondelle dans la zone. Là. C'est tellement étrange. T'es pas habitué à ça? No! J'étais pas en terminant avant de te laisser, vu que t'es quand même sur le billet du Canadien puis qu'on était en début de saison 2017-2018. Si t'as 3 prédictions à faire pour la saison 2017-2018, quand on va réécouter cette tape-là en juillet prochain. Canadien sera pas en série parce qu'il va y avoir 5 équipes de la division métropolitaine en série. Ah, OK. Les Hurricanes de la Caroline vont revenir en série après une longue attente. Eux qui avaient hier pour le match d'ouverture moins de 8000 personnes dans les estrades. Puis nous on se plaint comme il y a 600 billets pas vendus. Et puis troisième prédiction. Attends un petit peu. Qui gagne le contrat? Ton cœur, vas-y, avec ton cœur. Non, attends, là, troisième prédiction. Je vais y aller, avec recrue de l'année, Charlie McAvoy. défenseur. Oui. Ça, si je te seconde sur quelque chose, c'est ça. Mais qui gagne la coupe? La finale. Okay. Qui gagne la coupe, c'est quoi la finale? La coupe, l'affaire, là. C'est pas Toronto, Non, j'aime pas ça de dire Toronto, parce que c'est trop facile, tu sais. Dire Toronto ou Edmonton, je trouve que c'est trop facile. Je le sais, là. Je sais qu'il y a des bonnes chances. Mais souvent aussi, c'est pas le cas. Fait que c'est comme de trouver Fait que, moi, en juillet, je participe au pool de Hockey le Magazine et dès le mois de juillet, c'est la première fois de l'année en juillet où on me demande mes prédictions de la saison. Et ce que j'essaie de faire par honnêteté intellectuelle envers moi-même et envers les gens qui achètent ça, c'est de toujours garder mes prédictions, même si le vent peut changer de bord entre-temps. Donc à ce moment-là, j'avais les Ducks d'Anaheim comme finalistes parce que comme gagnants de la coupe parce que j'aimais leur brigade défensive qui est jeune, qui a un excellent gardien. C'est sûr que Perry Getzlaf rajeunissent pas, mais ils ont encore quelque chose à donner à mon sens.
Est-ce que tu y crois encore? Ben, c'est ça. Mais là, avec tout ce qu'ils ont eu comme blessure. Là, aussi les changements d'alignement, l'expansion, blablabla. Ben, c'est ça, exact. Avec tout ce qu'ils ont eu l'expansion, c'était déjà réglé à ce moment-là, mais c'est ça. Toute la question des blessures qui se traînent jusqu'en début de saison, là, de Kessler, Vatanen. C'est sûr que ça me fait hésiter, mais je vais quand même rester avec les Ducks en me disant que finalement, ces blessures-là font en sorte qu'ils vont avoir des joueurs très importants qui vont être frais en deuxième moitié, qui auront moins d'usure que d'autres. Donc, je vais te le poser autrement. Si c'était pas les Ducks, ça serait qui d'abord? Si t'avais un deuxième choix. Si j'avais un Toronto n'existe pas, mettons. Toronto, c'est pas une ville. Non, mais il dira pas Edmonton. Non, mais justement, ça serait sinon Edmonton, Toronto. Puis sinon, j'aime bien Columbus aussi. Ça, c'est des pas une terroriste. Columbus me fait plus peur. Columbus a une défense absolument incroyable. On salue Zach Werenski. C'est celui qui s'est brisé le visage. Ouais, Werenski, ouais. Ils ont une défense incroyable, ils ont un bon gardien, ils ont une attaque quand même équilibrée. Pas de super vedette, mais tu sais, puis encore, faudra voir ce que tu connais le hockey, il y a des bons joueurs. Est-ce que Matt Duchesne ou John Tavares va finir à Montréal cette année? J'en doute. Oh! Et j'ai le goût de finir sur la plus grosse déception de Thomas de la journée. Brock, tu vas-tu finir à Montréal? Ouais, je pense que l'équipe a fait son choix. Je sais qu'il y a des partisans qui rêveraient que le Canadien échange Price, utilise Lindgren comme numéro 1 puis obtienne un gros retour de Carey Price, puis je vois la logique derrière ça, mais je pense que le Canadien a fait son choix de se bâtir autour du. Moi, je regarde le baseball puis le basketball, puis j'aime beaucoup la théorie. Écrase-toi puis plein de fois leur pêchage, puis. Ben, c'est comme ça que toutes les dynasties actuelles ont été construites, que ce soit Edmonton, Pittsburgh, Toronto. Faut que tu ailles au fond du baril pour Columbus, Chicago. Columbus, honnêtement, ils n'ont pas non plus de joueurs générationnels comme les autres. Puis eux, ils l'ont fait par échange. Mais ils ont quand même bien repêché. Mais ça, ils ont bien repêché, mais tu sais, c'est eux, qu'ils ont souvent repêché de top 10, mais tu sais, pas. Tu sais, ils ont pas eu. Leur meilleur choix qu'ils ont eu, c'était Ryan Murray, puis c'est pas grâce à lui qu'ils sont. C'est le deuxième overall, puis c'est ça. Fait que c'est pas, ça a pas été lui leur meilleur choix, mais tous d'autres gars qui ont repêché autour du, tu sais, puis Ryan Johansson, c'était ça, puis finalement, ils s'en sont servis dans une transaction pour avoir un retour incroyable. Dans les deux cas. Ryan Murray qui a été choisi tout juste avant Alex Galchenyuk, on le salue, mais tout juste après Neil Yakupov, qu'on salue également au Colorado. Les gars, ça fait déjà plus qu'une heure et demie qu'on parle, mais on est quand même très autonome, fait que c'est pas de stress non plus. Fait que merci Guillaume, on peut te lire sur la Presse Plus. Oui. Est-ce qu'on peut te lire si on n'a pas la Presse Plus? Abonnez-vous à mon compte Twitter, puis je partage en général mes articles le lendemain matin sur Twitter. Mais sinon, bien sûr, abonnez-vous à la Presse Plus. Je fais de la job. Je vais prendre mon chapeau corporatif, mais le coût d'une tablette versus ce que ça pouvait vous coûter pour avoir l'abonnement papier à la presse, ça revient au même, puis la tablette, elle vous sert à plus que simplement les. Je dirais à tes patrons aussi qu'il y a des iPhones qui existent aussi. Suivez-nous sur la presse mobile, sinon. Mais sur Twitter aussi, t'es une des rares personnes qui vaut la peine de suivre. Donc, que ce serait pour des blagues sportives ou des quiz auxquels vous n'avez pas la réponse. Tout ce qui se passe au milieu de la lutte. Guillaume, exact. Guillaume Lefrançois aussi, vous voulez rire. Mochette. Thomas Levac, qu'on peut voir au bord de ouais, ça marque. J'allais être plus poli. Sur Facebook. Thomas Levac, que vous connaissez du podcast Sous Écoute, c'est comme si tu l'avais fait connaître d'un public, mais c'est drôle. Mais ajoutez-le sur Facebook, c'est ça ton shit pour vrai. Ou ajoutez-le ou followez-le, parce que tu peux juste follow quelqu'un aussi sur Facebook si tu veux pas l'ajouter. Probablement le plus de gags par minute qualité-prix sur Facebook. Donc ou sinon dans un terrain de basketball dans un parc près de chez vous en train de crier après quelqu'un dépendamment de où vous habitez. Pick and roll, man. Il y a un parc près de il y a un parc dans Rosemont juste à côté d'un restaurant. Puis il y a une terrasse. Puis j'ai tellement gâché des dates. Parce que quand je fais du pick-up basketball, c'est un parc sur Saint-Zotique. Saint-Zotique, sur Saint-Laurent et Saint-Zotique. Puis il y a une belle terrasse. Oui. Tout ce que je fais, c'est crier. Puis j'ai gâché des dates. J'ai pensé à un slogan pour toi tantôt. Je sais pas pourquoi. Alan Norris, ça m'est venu. T'es l'homme. C'était un slogan pour toi, c'est l'homme qui crie tout haut ce que personne pense tout bas. Oui. Ça devrait être ça ton slogan. Merci les boys. Bonne saison. Merci. Merci à Guillaume Lefrançois et à Thomas Levac qui commence à faire beau. Allez marcher dehors, sortez vos rollerblades, mangez du chocolat. Au revoir.